La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène. Et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs. Bon, peut-être pas de vrais œufs, mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans. Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf. Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celles-ci ressemblent beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms. Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste. Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Lidskalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951.
C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Litzkalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage. Oh oh, planté à l'autel. Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres. On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terre de forme ovale entourée d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens. Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel, car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi. Maintenant, marche sur le lac Abraham gelé, au Canada. En hiver, l'eau gelée se remplit de bulles de glace. Cela semble magique, mais ces orbes blancs ne sont pas si sûrs. Ils sont composés de gaz méthane inflammable. La beauté peut être trompeuse. L'image suivante provient de Racetrack Playa, dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Il s'y trouve un lac asséché où les rochers se meuvent. Ces roches étranges semblent avoir été poussées ou traînées par quelqu'un ou quelque chose. Elles laissent à la fois une trace et un mystère derrière elles. Mais on comprend aujourd'hui la force qui se cache derrière tout ça. Surprise, c'est le vent. Et un peu de glace. Les scientifiques affirment que le vent pousse les roches pendant les brèves périodes où le sol est couvert de glace. Je ne peux m'empêcher de remarquer que beaucoup de choses mystérieuses sur la Terre impliquent des pierres et des rochers. Ou du méthane. Et toi, lequel de ces phénomènes est ton préféré ? Si la nature avait son propre film, ce serait un mélange d'Avatar et d'Interstellar, et je ne plaisante pas. Comment expliquer autrement quelque chose d'aussi surréaliste que des avalanches qui émettent une lumière bleue, ou encore des lacs roses? Le fait est que ce ne sont pas des images de synthèse, et je vais vous montrer comment la Terre parvient à réaliser cela. En octobre 2024, un gars a eu la chance d'être au bon endroit. Une nuit froide, et il a pu filmer une avalanche bleue. Bon, elle était surtout blanche, mais elle a rapidement émis une lumière bleue en dévalant la montagne. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces avalanches bleues se produisent, mais ils ont quelques hypothèses. Une partie du mystère vient de la triboluminescence, une lumière produite par un frottement ou la rupture d'un objet. Cela peut arriver dans différentes circonstances, par exemple avec des structures de glace. C'est la friction qui produit le phénomène, comme lorsque deux objets se frottent l'un contre l'autre. On voit alors apparaître de petites étincelles.
c'est une lumière froide. Ce qui signifie qu'elle ne provient pas de la chaleur, mais simplement de la pression ou du mouvement. Parfois, lorsque la glace se fissure ou se brise sous l'effet de la pression, elle peut produire une petite charge électrique. Lorsque quelque chose perturbe les blocs de glace, les faisant se fissurer, cela déclenche une réaction. Les ions piégés sont des particules chargées, et lorsqu'elles sont soudainement libérées, elles sont mises en mouvement. Cette importante libération d'énergie est à l'origine des éclairs de lumière, en l'occurrence, une lueur bleue ou une sorte de flash. Tout cela se produit à une vitesse incroyable, et il est donc très rare d'assister à ce phénomène. En juin 2024, les Américains ont assisté à une apparition massive de cigales. Cela ne se produit que tous les 13 ou 17 ans. Les cigales passent la majeure partie de leur cycle de vie sous terre. Lorsqu'elles sont encore des nymphes, elles peuvent passer plusieurs années à se nourrir de racines. Certaines espèces peuvent passer jusqu'à 17 ans sous terre avant d'être prêtes à faire surface et à devenir officiellement adultes. Mais en 2024, des cigales de 13 et de 17 ans sont apparues en même temps. Et comme 13 et 17 sont des nombres premiers, cet événement ne se produit qu'une fois tous les 221 ans. Les forêts sont devenues incroyablement bruyantes. En effet, les cigales peuvent chanter n'importe où, à un volume sonore allant de 80 à 120 décibels. Elles chantent généralement en groupe, ce qui explique pourquoi le bruit est si puissant. Une personne ayant assisté à cet événement a déclaré qu'elle avait beau crier de toutes ses forces dans la forêt, elle ne pouvait pas s'entendre elle-même. Lorsque les cigales sortent de terre, les mâles font vibrer leur abdomen afin d'attirer les femelles. Avec des millions d'insectes chantant en chœur, c'était une véritable symphonie naturelle. Certaines personnes de la région ont cru que ces cigales étaient des sauterelles et ont parlé d'infestation. Tout au sud, au Sénégal, en Afrique, se trouve un lac unique. En y arrivant, vous pourriez avoir l'impression de sortir d'un vaisseau spatial et d'atterrir sur une planète inconnue. Après tout, avez-vous déjà vu de l'eau rose? Le lac Redba, ou lac rose, comme l'appellent les habitants, est devenu célèbre dans le monde entier pour sa couleur si particulière. Et oui, vous pouvez vous y baigner si vous le souhaitez. Mais sachez que l'eau est extrêmement salée. Le lac Redba est connu pour être l'un des lacs les plus salés du monde, avec un taux de salinité d'environ 40%. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi l'eau est rose, je vous assure que cela n'a rien de surnaturel. C'est en fait dû aux niveaux élevés de sel. L'algue connue sous le nom de Dunaliella salina est responsable de cette teinte rose. Ces algues produisent des pigments rouges qui absorbent de la lumière du soleil, donnant au lac sa couleur rose vif. Mais si vous souhaitez admirer le lac au moment où il se trouve être le plus éclatant, vous devez vous y rendre pendant la saison sèche, entre les mois de novembre et de juin. Les autres mois, l'eau de pluie dilue les pigments, et la couleur est beaucoup moins vive. Vous pouvez également trouver un lac rose bonbon en Australie occidentale. Il a d'ailleurs été couronné comme le 10e site le plus surnaturel au monde. Le lac Hillier a la forme d'une empreinte de pied et mesure plus de 550 mètres de long. Sa couleur rose ressort vraiment à côté de l'océan bleu foncé qui se trouve à côté. Hé, regardez par ici, vous avez une idée de ce dont il s'agit, essayez de deviner. Ok, on dirait une rivière, n'est-ce pas? Pourtant, ça ne ressemble pas à de l'eau qui coule. Quand les habitants ont vu cela pour la première fois, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, pour se faciliter la tâche, ils ont simplement appelé ça la rivière de sable. C'était une bonne supposition, mais il s'avère qu'il s'agit plus ou moins d'une illusion d'optique. Ce n'est pas du sable, mais ce n'est pas exactement de l'eau non plus. Dans les environnements arides, il est en effet assez rare que de la grêle tombe. Et quand ça arrive, on peut alors voir des milliers et des milliers de grêlons flottants. Pour faire simple, la grêle n'est que de la pluie gelée, qui tombe sous forme de petits cailloux de glace. Ça a l'air plutôt magique, n'est-ce pas? N'est-il pas fou que quelque chose d'aussi beau que les aurores boréales soit le résultat d'une rencontre violente? Oui, les aurores boréales sont en fait causées par des tempêtes solaires. Voici comment cela fonctionne. Le Soleil, cette boule de gaz géante, éjecte parfois des morceaux de plasma dans l'espace. Lorsque ce plasma s'éloigne du Soleil, on parle de tempête solaire. Ces tempêtes traversent l'espace, passant près de Mercure et de Vénus avant d'atteindre la Terre. Lorsque ces violentes tempêtes viennent heurter le bouclier magnétique de la Terre, un phénomène étonnant se produit.
Les particules provenant du Soleil sont piégées par le champ magnétique. Elles entrent en collision avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre, ce qui crée des aurores, en particulier près des pôles nord et sud. Depuis la Terre, ces éclairs ressemblent à des lumières colorées virevoltant dans le ciel. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Si vous zoomez, vous verrez des millions de minuscules éclairs qui se succèdent à une vitesse vertigineuse. Les aurores boréales émettent aussi des sons. C'est un mélange de gazouillis, de crépitements et de bourdonnements, comme un étrange signal radio. Voilà le bruit qu'une tempête solaire fait en venant s'écraser contre notre atmosphère. Thor, ça vous dit quelque chose? J'imagine qu'il vit à l'intérieur du phénomène naturel dont nous allons parler maintenant. Parfois, lorsqu'un volcan entre en éruption, il peut être accompagné d'énormes coups de tonnerre. Les scientifiques parlent alors d'éclairs volcaniques, et ils se demandent pourquoi ils se produisent. L'une de leurs hypothèses est que lorsqu'un volcan entre en éruption, il projette des débris chargés dans l'atmosphère. Ces charges réagissent ensuite avec d'autres charges déjà présentes dans l'air, ce qui peut provoquer un éclair. Plutôt cool, non? La première fois que quelqu'un a été témoin d'un tel phénomène, c'était lors d'une éruption du Vésuve, en l'an 79 de notre ère. Encore une chose, les arcs-en-ciel. Nous avons bien sûr l'arc-en-ciel en forme de demi-cercle. C'est le plus courant. Mais si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être un jour voir un arc-en-ciel circulaire. Ils se produisent généralement en haute altitude, là où la ligne d'horizon ne coupe pas l'arc-en-ciel en deux. Ah oui, et il y a aussi la possibilité d'un arc-en-ciel lunaire. C'est un spectacle extraordinaire. Il se produit généralement lors des pleines lunes, lorsque la lumière de notre satellite est à son maximum. Ce qu'on voit alors, c'est un arc blanc qui suit le bord extérieur de la Lune. Un phénomène vraiment époustouflant. Le colosse des Apennins est niché dans une chaîne de montagnes italiennes. Il ne figurait peut-être pas sur ta liste de destinations jusqu'à présent, mais tu ne manqueras pas de l'ajouter une fois que tu auras entendu son histoire. Il s'agit d'une statue massive située en Toscane, en Italie, qui fait se lever les têtes depuis des siècles. Elle mesure 11 mètres de haut, ce qui est assez impressionnant. Le colosse des Apennins a été conçu comme une personnification des montagnes des Apennins et a été commandé il y a plus de 400 ans par François Ier de Médicis. Sache que la statue s'inspire de la mythologie romaine. Si tu as la chance de visiter la villa d'Emidoff en Italie, tu percevras le mystère et la beauté des jardins de la Renaissance et tu remarqueras le colosse de l'Apennin tout proche. Tu verras, il semble souffrir. Mais ne t'inquiète pas, la statue se porte très bien. Elle a été administrée par les autorités locales de Florence et est ouverte au public. Lorsque tu verras la statue, tu remarqueras qu'elle est représentée par un homme âgé accroupi sur la rive du lac dans une pose aussi suggestive que réaliste. Il semble également serrer la tête d'un monstre marin et de l'eau jaillit de la gueule du serpent dans l'étang devant la statue. La statue ne porte pas non plus de vêtements et sa barbe épaisse est parsemée de stalactites. Ses longs cheveux indiquent un mélange d'homme et de montagne. Pour ajouter au réalisme, la statue était autrefois capable de transpirer et de pleurer grâce à l'eau qui se déversait dans un réseau de tuyaux traversant tout son corps. En hiver, elle se couvrait parfois de stalactites. Si tu as l'intention de la visiter, le mieux est de prendre un bus depuis Florence. Les Alpes recèlent bien des secrets. L'histoire suivante concerne un alpiniste français qui a fait fortune au sommet du Mont Blanc. Mais il n'a pas trouvé une pépite d'or ou une bague en diamant comme les autres. Non, il est tombé sur une boîte métallique remplie à ras-bord de bijoux précieux d'une valeur d'environ 250 000 $. Tu te demandes peut-être comment un tel trésor a pu se retrouver sur le sommet de la plus haute montagne d'Europe occidentale. Il s'avère que ces pierres précieuses appartenaient à un passager de l'un des 2 avions d'Air India qui se sont écrasés à cet endroit, soit en 1950, soit en 1966. Tu parles d'un retour dans le passé. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Notre alpiniste, qui essayait simplement de conquérir le sommet, est tombé sur ce trésor caché qui dépassait de la glace et de la neige. Il aurait pu facilement empocher le butin et poursuivre son chemin. Mais il a préféré agir correctement et le remettre à la police locale. Les autorités ont dû retrouver le propriétaire original ou sa famille et la tâche n'a pas été facile. Tu vois, ces bijoux avaient disparu pendant plus de 50 ans et personne ne savait à qui ils appartenaient vraiment. Ce n'est cependant pas la première fois que les Alpes cèdent certains de ces secrets.
Un an auparavant, 2 alpinistes avaient trouvé un sac de courrier diplomatique provenant du même avion que celui qui avait transporté les précieux bijoux. Il est incroyable de constater que tellement d'années plus tard, de tels objets apparaissent encore sur le glacier. Bien sûr, il y a un revers de la médaille à ce genre de phénomène. Certains craignent que des grimpeurs inexpérimentés n'essaient d'atteindre la zone à la recherche eux aussi des trésors. Mais soyons honnêtes, l'escalade de zones comme le Mont Blanc n'est pas une promenade de santé. Il faut des compétences, de l'expérience et de l'endurance pour conquérir un sommet aussi redoutable. Prépare tes bagages pour notre prochaine destination, la Grèce. As-tu entendu parler de la grotte de Davélis ? Elle est située dans la montagne Pantélie, à une courte distance au nord-est d'Athènes, et c'est un véritable spot pour les expériences effrayantes. Les visiteurs ont signalé des gouttes d'eau qui remontaient vers le haut, des voix bizarres, des appareils électroniques qui devenaient incontrôlables, des sphères lumineuses et bien d'autres choses encore. Une âme courageuse a raconté s'être aventuré dans la grotte avec sa caméra infrarouge. Il a capturé ce qui ressemblait à un chœur de voix chantant en grec ancien et a même enregistré des apparitions inexplicables près du centre de la grotte. Tu te sens l'âme d'un aventurier ? Pourquoi ne pas faire une excursion à la grotte de Davélis ? Après avoir traversé un dédale de pistes, tu devras laisser ton véhicule au début d'un chemin de terre. Après avoir remonté le sentier non balisé, tu apprécieras ensuite la vue panoramique sur Athènes qui s'étend jusqu'au golfe tout proche. Enfin, après environ 25 minutes, tu verras une ouverture en forme de croissant dans la roche qui mène à la grotte. Certaines personnes qui ont fait l'expérience de marcher vers cette caverne ont raconté avoir ressenti une force d'attraction puissante. Une fois dans la caverne elle-même, elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas aller plus loin, car les tunnels menant à la grotte avaient été bouchés. Cela ne devrait pas t'empêcher d'imaginer toutes les créatures effrayantes qui pourraient se cacher dans l'ombre. Oh! Caché dans la chaîne de montagnes des Carpates, en Roumanie, se trouve le Sphinx de Boucegui, une formation rocheuse fascinante qui ressemble beaucoup à son homologue égyptien. Il est fait d'un énorme bloc de pierre qui a été érodé par le vent durant très longtemps. C'est là que l'histoire devient vraiment cool. Bien que le Sphinx de Boucegui ne ressemble au Sphinx égyptien que sous un certain angle, cela n'a pas empêché les gens d'inventer toutes sortes de légendes et de mythes à son sujet. Certains disent que la version égyptienne du Sphinx a été construite à partir de celle de Boucegui et qu'il existe un tunnel temporel ou un corridor énergétique reliant les deux. D'autres estiment que des formes de vie extérieures à notre planète ont dû construire le Sphinx et même établir leur base sur le plateau des monts Boucegui. Il existe également une légende qui prétend que le Sphinx de Boucegui a des pouvoirs de guérison. Le 28 novembre, au coucher du soleil, les rayons du soleil formeraient une pyramide d'énergie autour de la face du Sphinx, ce qui aurait un effet curatif sur les individus qui se rassemblent à proximité. Les gens viennent du monde entier pour expérimenter ce phénomène et recevoir de bonnes vibrations de la pyramide d'énergie. Certains prétendent même avoir été guéris grâce à elle. D'autres affirment avoir entendu les Beach Boys. Tu sais, les Good Vibrations. Bon, laisse tomber. À l'époque, nous avions peu de connaissances en géologie. Les gens inventaient toutes sortes d'histoires sur l'apparition des montagnes. Le mont Fuji ne fait pas exception à la règle et il est à l'origine d'un mythe fascinant qui se raconte depuis des générations en Asie. Il était une fois un fermier en difficulté. Le pauvre homme ne pouvait rien faire pousser sur sa terre stérile et sa famille en souffrait. Une nuit funeste, il fut réveillé en sursaut par un bruit assourdissant. Il pensa que c'était la fin du monde et réveilla sa famille pour qu'elle se sauve de leur hutte. À leur grande surprise, ils ont assisté à la naissance d'une énorme montagne, le puissant mont Fuji. C'était un miracle. L'éruption a créé un sol fertile et le fermier ainsi que sa famille ont enfin pu prospérer. Il a même donné à la montagne un nom cool, Fuji-Yama, qui se traduit par « montagne qui ne s'éteint jamais ». Le Japon est situé dans l'un des endroits les plus mouvementés de la planète. Oui, il se trouve à l'extrémité ouest du Cercle de Feu, un grand club en forme de fer à cheval qui fait le tour de l'océan Pacifique, de l'est de l'Asie et de la côte ouest des Amériques. C'est un endroit assez populaire pour toutes sortes d'activités géologiques, tu sais, comme les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Cela peut paraître surprenant, mais le mont Fuji est en fait un volcan. Il a un CV assez impressionnant, puisqu'il est entré en éruption plus de 15 fois depuis l'an 781. La dernière fois, cette éruption a été précédée d'un énorme tremblement de terre de plus de 8 points sur l'échelle de Richter.
La dernière éruption du mont Fuji a eu lieu en 1707. Elle était si puissante qu'un village voisin, Subashiri, aurait disparu dans la catastrophe. Pendant des siècles, personne n'a pu confirmer l'existence de ce village. Au fil du temps, de nouvelles villes ont été construites à l'endroit où les vestiges du site étaient censés se trouver. Mais ces dernières années, des chercheurs ont creusé profondément et ont trouvé des cendres volcaniques et des restes carbonisés de bâtiments, prouvant que le village et sa destruction étaient en fait bien réels. Aujourd'hui, la montagne est considérée comme dormante. Ses derniers signes d'activité volcanique remontent aux années 1960. Voilà qui est rassurant. Il y a des kilomètres de zones non découvertes sous la croûte terrestre dont nous ne pouvons même pas nous approcher. Les scientifiques ont découvert ce qui semble être des montagnes souterraines enfouies dans le manteau. Notre planète est divisée en 3 couches, la croûte, le manteau et le noyau. La croûte est l'endroit où vivent et prospèrent 8 milliards de personnes, des trillions d'arbres et des millions d'animaux. Il existe également différents types de croûtes dans la Terre et dans l'océan. La croûte océanique contient des roches uniques et est plus dense que la croûte terrestre. Nous voyons tous comment, dans les manuels scolaires, la Terre est divisée et codée par couleur pour montrer la croûte, le manteau et le noyau. Mais il existe aussi des couches spéciales entre les deux, dont beaucoup de personnes ne parlent pas. Le manteau est divisé en une partie supérieure et une partie inférieure, ce qui constitue la zone de transition. Comme le manteau agit en tant que centre de recyclage géologique, la tectonique des plaques ne se déplace pas seulement d'un côté à l'autre, mais aussi de haut en bas. C'est d'ailleurs pour cela que tous les volcans sont apparus. Le magma jaillit à la surface ou même sous l'eau, puis redescend et recommence. Les zones de transition descendent à 400 km, puis à 660 km. Et dans cette couche inférieure, les scientifiques continuent de découvrir des paysages cachés. Les montagnes du manteau sont plus accidentées et beaucoup plus grandes que celles de la croûte. Les scientifiques ont découvert une chaîne de montagnes dont les sommets sont plus hauts que le mont Everest. Certains d'entre eux sont aussi hauts que 965 km. Lorsque les continents étaient encore reliés entre eux, il y avait peut-être des terres cachées, aujourd'hui immergées. Des théories suggèrent que l'Islande faisait partie d'un micro-continent plus vaste, l'Icelandia, qui reliait l'Islande actuelle au Groenland et à la Scandinavie. L'idée se développe jusqu'à la Grande Icelandia, qui inclut la Grande-Bretagne. Mais après la séparation, ces grandes terres ont coulé avec tout ce qu'elles contenaient. Il existe aussi des théories selon lesquelles la Nouvelle-Zélande ferait partie de Zélandia, un micro-continent caché dans la même région. Il se pourrait donc que ces montagnes fassent partie de l'ancienne Terre et qu'elles soient ensevelies depuis des milliards d'années d'événements naturels. Mais tout de même, ce n'est pas très probable. Selon une théorie, ces chaînes de montagnes souterraines pourraient être les restes de plaques de roches qui sont descendues de la surface vers la zone de transition lors du déplacement des plaques tectoniques. En s'enfonçant, les gros morceaux se sont décomposés en plus petits. Et en s'accumulant au fil des millions d'années, ils ont formé ce qui ressemble à des montagnes souterraines. Le manteau étant la zone de recyclage géologique, il est probable que les roches qui se trouvent en bas faisaient autrefois partie de la surface. Il ne s'agissait pas de grands morceaux de terre qui se seraient retrouvés cachés comme les chiens cachent des os dans le jardin. Mais il faut beaucoup plus de temps pour cacher des montagnes. Certaines parties du manteau semblent être lisses, alors que d'autres le sont moins. Les parties qui présentent un amas de roches pourraient contenir des éléments cachés dans les montagnes souterraines. Les parties plus lisses n'ont pas une grande activité sismique ou volcanique, alors que les parties rugueuses en ont une. La meilleure façon d'étudier ces paysages souterrains est d'attendre qu'un tremblement de terre ou une éruption volcanique se produise. Les sismologues peuvent observer l'intérieur de la Terre à l'aide de scanners spéciaux, tout comme les médecins utilisent les ultrasons pour examiner un patient. Un tremblement de terre suffisamment puissant peut envoyer des ondes de choc à l'intérieur de la Terre, même à travers le noyau, et les faire remonter à la surface. Selon l'endroit où elles se produisent, les sismologues peuvent observer et étudier l'intensité des ondes lorsqu'elles vont et viennent. Sur des roches lisses, les ondes peuvent se déplacer en ligne droite, mais dès qu'elles atteignent une zone rugueuse, les vagues ont tendance à se disperser. La température et la composition des matériaux peuvent accélérer ou ralentir le mouvement des ondes, mais ces informations ne sont pas très précises et ne contribuent pas beaucoup aux données réelles des montagnes souterraines. En analysant les ondes diffusées sur les navires et en utilisant le champ magnétique de la Terre, les scientifiques peuvent donc découvrir tout ce qu'ils ont besoin de savoir.
Mais ces études permettent seulement de comprendre l'intérieur dans son état actuel et non de savoir comment la Terre a évolué au cours des 4,5 milliards d'années passées. Cependant, les scientifiques sont certains que les matériaux du manteau proviennent toujours du début de la formation initiale de la Terre. La question pourquoi ne pas creuser un trou jusqu'au centre de la Terre et voir ce qui se passe là-dessous peut sembler logique. Le trou le plus profond que l'homme ait creusé jusqu'à présent est celui de Kola Super Deep Borehole dans l'Arctique russe, qui atteint plus de 12 km de profondeur. Les habitants de la région affirment qu'ils peuvent entendre des cris qui viennent d'en bas. Il a fallu presque 20 ans pour forer aussi loin qu'ils l'ont fait, mais ce n'est littéralement qu'un effleurement de la surface de ce qui se trouve en dessous. Ils ont creusé environ un tiers de la croûte, ce qui représente seulement 0,2% du centre de la Terre. Arriver jusque là-bas nous dépasse, tout comme essayer d'atteindre le soleil. Aucun humain ne peut supporter la pression qu'il y a là-dessous. Pour descendre dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la Terre, il faut un équipement spécial pour résister à l'immense pression. Construire cette technologie capable de nous amener au centre de notre planète coûtera une fortune. La découverte de diamants enfouis dans les profondeurs du Brésil montre que tout ce que nous faisons à la surface de la croûte terrestre peut avoir des répercussions à des kilomètres de profondeur, même au niveau du manteau. Les scientifiques ont déterré 6 diamants qui pourraient contenir de minuscules grains minéraux. Comme on les appelle dans le monde des minéraux, ces inclusions ont une composition chimique dont l'origine se situe dans les profondeurs de la Terre. Les diamants typiques se forment à des profondeurs inférieures à 200 km dans le manteau supérieur, où la température est extrêmement élevée. La haute pression et la température extrême qui règne en bas cristallisent le carbone et créent les diamants. Mais les humains ne peuvent pas creuser jusque-là. Ils les explosent en détectant l'endroit où s'est produite une éruption volcanique profonde qui a expulsé ces diamants vers la surface. Ces éruptions se sont produites il y a des millions d'années lorsque les dinosaures régnaient sur la Terre. Elles ont expulsé les diamants qui se trouvaient dans le manteau et qui sont maintenant intégrés dans le matériau volcanique refroidi. C'est là que les gens les trouvent. Mais ces diamants spéciaux, trouvés au Brésil, proviennent d'un point beaucoup plus profond que d'habitude, ce qui peut aider davantage les scientifiques à étudier les profondeurs de la Terre. Ils peuvent extraire ces inclusions et les analyser en laboratoire pour savoir d'où viennent exactement ces minéraux. En laboratoire, les scientifiques étudient les inclusions qui ne font chacune que 15 à 40 microns de large, soit moins d'un quart de la largeur d'un cheveu humain. Ils ont découvert qu'elles contenaient de nombreux types de minéraux que l'on trouve dans la roche volcanique en surface. La composition de carbone du magma de la surface est très différente de celle des profondeurs de la Terre. Ce qui est fou, c'est que ces diamants dotés d'inclusions spéciales ne peuvent être trouvés qu'à 700 km dans le manteau inférieur. Avec seulement quelques échantillons découverts, nous ne savons pas ce qui se cache sous nos pieds. Il est possible que ces chaînes de montagnes souterraines plus hautes que le mont Everest contiennent des traces de diamants tout autour, ce qui inciterait les exploitants à les déterrer et à en saturer le marché. Ces diamants ont moins de défauts que les diamants classiques et peuvent même exister en plusieurs tailles. Il est possible de voir des diamants aussi grands qu'une voiture ou aussi petits qu'un grain de riz. Il pourrait même y avoir de nouveaux diamants ayant une composition chimique différente de celle des diamants que nous trouvons près de la surface. Le plus gros diamant du monde est le Cullinan, qui peut tenir dans la paume de ta main. Il pèse environ 0,6 kg et compte 3100 carats. Il a été découvert en 1905 en Afrique du Sud. Pour que quoi que ce soit puisse exister sur Terre, il faut du carbone. Pour résumer, le cycle du carbone consiste à ce que les plantes et les algues libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou le dissolvent dans l'eau grâce à la photosynthèse. Il est converti en hydrate de carbone et stocké sous forme de graisse. Plus tard, le dioxyde de carbone est libéré dans l'atmosphère par la respiration, ce dont profitent les plantes, et le cycle continue. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir un cycle du carbone à l'intérieur de la Terre. La croûte océanique contient beaucoup de sédiments carbonés qui pourraient se mélanger à la couche supérieure et inférieure du manteau. Mais il n'y a pas encore assez de preuves pour étayer cette hypothèse. Vous avez 1 heure avant de rendre votre dernier souffle. Même si, il y a juste 1 seconde, vous étiez en parfaite santé et rien ne menaçait votre vie. Bonne nouvelle. Votre vie peut encore être sauvée. Des antivenins efficaces sont disponibles, mais si vous choisissez d'ignorer la piqûre, vous passerez l'arme à gauche à coup sûr. Cet artiste du camouflage est le poisson le plus meurtrier du monde. Au total, il y a environ 1200 poissons venimeux sur notre planète, mais le poisson-pierre est le plus redoutable.
Il possède 13 nageoires dorsales capables d'injecter un venin extrêmement toxique. Souvenez-vous quand j'ai mentionné les compétences de camouflage? C'est la principale tournure de cette histoire. Vous voyez, contrairement aux requins ou à tout autre poisson prédateur, le poisson-pierre ne vous attaquera pas. Ce n'est pas un prédateur, c'est une proie. Donc, pour rester en sécurité, il doit se protéger d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il a développé une super compétence de se transformer en pierre, en quelque sorte. Alors, si jamais vous vous faites piquer par celui-ci, ce n'est pas parce qu'il est agressif. C'est à cause d'un enchaînement malheureux d'événements. La plupart des gens ont vécu cette expérience désagréable simplement parce qu'ils ont accidentellement marché sur un poisson-pierre alors qu'ils prétendaient être une pierre ou un corail sur le fond. Comme vous l'avez peut-être deviné, quelque chose qui peut facilement prétendre être une pierre n'est pas exactement mignon. Ces types sont dépourvus d'écailles, leur peau est couverte de nombreuses verrues et ils sont multicolores. Vous pouvez voir des nuances de gris, de brun et des taches d'orange, de rouge et de jaune. Parfois, ils peuvent même être recouverts d'algues. Ils occupent un territoire assez vaste dans l'océan Indo-Pacifique, ce qui signifie qu'ils sont partout, de l'île Maurice au Queensland en Australie. Bon, nous allons avoir besoin d'un avertissement ici. Ce fait est très sensible, mais si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, je vous suggère de ne pas l'ignorer. C'est une mouche. Assez inoffensive et certainement bien moins puissante que vous, un être humain. Pourtant, il y a des chances que ce gentil compagnon puisse détruire votre corps. Voici comment l'histoire se déroule. Il y a quelque temps, une dame du Royaume-Uni a décidé de partir en voyage génial en Amérique du Sud. Cela semble exotique et pas banal du tout. Rochelle, qui avait alors 27 ans, est allée au Pérou avec son petit ami. À son retour dans son pays d'origine, elle a commencé à avoir de sévères maux de tête. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ensuite, la moitié de son visage a ressenti une vive gêne. Et soudainement, un étrange bruit dans sa tête a commencé à la hanter. Un jour, elle est allée se coucher pour se réveiller le lendemain matin et découvrir que son oreiller était trempé d'un liquide étrange. Ni du sang, ni de l'eau, juste une substance. Elle s'est précipitée à l'hôpital, où les médecins ont dit qu'elle avait une infection de l'oreille. Mais en examinant de plus près, les médecins ont découvert un trou dans son conduit auditif. Il mesurait environ 12 mm, mais il grouillait de larves. Rochelle a eu de la chance. Le scanner cérébral d'urgence n'a montré aucun dommage majeur. Le tympan, les vaisseaux sanguins, les nerfs faciaux, tout allait bien. La grande question était, comment faire sortir les asticots de l'oreille de la pauvre Rochelle? Nous comprenons tous que l'intérieur des oreilles est assez étroit, et même de petites pinces ne furent pas très utiles. Pour sauver la dame, les médecins ont décidé d'utiliser de l'huile d'olive. Ils s'attendaient à ce que les asticots se noient, et en effet, 2 asticots se sont noyés. Pourtant, il en restait 8 autres. La chose la plus effrayante était que l'analyse de laboratoire avait montré qu'une mouche avise du Nouveau Monde, c'est le nom officiel de la mouche qui avait perturbé la santé de Rochelle, avait pondu des œufs dans le conduit auditif où les asticots étaient en train de mâcher. Mais comment diable cela a-t-il pu se produire? Pendant qu'elle était en vacances au Pérou, elle a traversé une nuée de mouches. L'une d'elles est entrée dans son oreille. Elle l'a chassée, mais elle avait largement le temps de pondre des œufs à l'intérieur. Les médecins ont aidé Rochelle à expulser les invités indésirables, et, heureusement, il n'y aura pas de conséquences à long terme. Mais nous comprenons tous que cela aurait pu être bien pire. Je n'ai pas besoin de te dire que l'exploration de grottes est extrêmement dangereuse, n'est-ce pas? En juin 1990, un homme nommé Gary Lutz a emmené ses fils, Buddy et Tim, pour une aventure de spéléologie à la New Trout Cave en Virginie occidentale. Il avait emporté de la nourriture, de l'eau et des lampes frontales de rechange, mais voici où il a fait une erreur. Il a laissé le sac derrière lui lorsqu'ils sont arrivés à The Maze, un passage étroit avec des rochers dentelés. Ils pensaient qu'ils attraperaient les provisions avant que leurs lampes frontales ne soient complètement déchargées. Mauvais choix. Les lampes frontales des garçons se sont éteintes peu après, et leurs tentatives de revenir sur leurs pas les ont fait se perdre. Puis, la lampe frontale de Lutz s'est également déchargée, les plongeant dans une obscurité totale. Pendant 5 jours horribles, ils n'avaient ni nourriture, ni eau, ni lumière. Ils ont commencé à tousser de la poussière de la grotte et à halluciner à cause de la déshydratation. Heureusement, quelqu'un a remarqué que leur voiture était restée garée pendant des jours et a appelé les autorités. L'équipe de secours a souligné que la famille avait enfreint les règles cardinales de la spéléologie. Toujours emporter 3 sources de lumière chacune et toujours informer quelqu'un de votre destination et de l'heure prévue de votre retour. Certains touristes ne reviennent jamais de vacances.
Ils deviennent des statistiques. Et certaines personnes échappent parfois de justesse à la faucheuse, sans même s'en rendre compte. Voici juste un exemple. Un touriste en Australie s'est filmé en train de manipuler une créature extrêmement dangereuse et a téléchargé la vidéo sur Reddit. Dans la vidéo, le touriste tient un poulpe à anneaux bleus, avec une inscription en mandarin à l'écran disant « Un poulpe si beau ». Après avoir filmé, ils secouent l'aigle et le poulpe de leurs mains et heureusement le remettent à l'eau avant qu'ils ne puissent les piquer. Le fait est que le poulpe à anneaux bleus est l'un des animaux marins les plus dangereux du monde. Il contient assez de venin pour faire trépasser 26 adultes. Le touriste ignorait à quel point c'était dangereux. Les gens sur Reddit s'affolaient. Une personne a commenté « Savent-ils même à quel point ils ont de la chance d'être en vie après avoir fait quelque chose d'aussi incroyablement stupide ?» Une femme du New Hampshire a subi de graves brûlures après s'être écartée du sentier dans le parc national de Yellowstone et être tombée dans de l'eau bouillante près du geyser Old Faithful. La sexagénaire, accompagnée de son mari et de leur chien, avait quitté la sécurité de la promenade et marchait hors du sentier désigné près du sentier Mallard Lake lorsqu'elle a traversé une fine croûte au-dessus de l'eau. Elle a fini par avoir des brûlures au 2e et 3e degré sur le bas de la jambe. Heureusement, son mari et le chien allaient bien, mais la dame a été transportée d'urgence à l'hôpital pour un traitement. Les responsables du parc rappellent à tout le monde de rester sur les promenades et les sentiers dans les zones hydrothermales et d'être extrêmement prudent. Le sol y est fragile et mince, avec de l'eau brûlante juste en dessous de la surface. Les animaux de compagnie sont autorisés dans certaines zones aménagées de Yellowstone, mais ils ne sont pas admis sur les promenades, les sentiers de randonnée, dans l'arrière-pays ou dans les zones thermales. Les sources chaudes de Yellowstone ont blessé et causé la perte prématurée de vies humaines plus qu'aucune autre caractéristique naturelle. Au moins 22 personnes sont décédées des suites de blessures causées par les sources chaudes depuis 1890. Hé, qu'est-ce qui mijote? Oh, c'est toi! Sauter d'un pont dans une rivière remplie de crocodiles, qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Il s'avère beaucoup de choses. Un soir de réveillon du Nouvel An, la touriste australienne Erin Langworthy a décidé d'essayer le saut à l'élastique du pont qui relie le Zimbabwe et la Zambie, juste à côté des chutes Victoria. C'est une chute de 110 mètres de pure adrénaline. Mais pour Langworthy, les choses ont mal tourné lorsque son cordon de saut à l'élastique s'est cassé, la plongeant dans le fleuve Zambèze, réputé pour abriter de nombreux crocodiles. Erin elle-même dit que c'était un miracle qu'elle ait survécu. Lorsqu'elle est tombée, elle a perdu connaissance sous l'impact et a eu l'impression d'avoir été giflée de partout. Mais l'eau froide l'a ramenée à la conscience. Il est facile de juger les touristes qui prennent des risques comme celui-ci, mais En juillet 1990, 4 amis tchèques décidèrent de partir à l'aventure pour trouver le ver intestin mongol, la créature qui a peut-être inspiré le monstre que vous avez vu dans le film Dune. On dit qu'il vit quelque part au fin fond du désert de Gobi. Ils prirent donc l'avion pour la Mongolie, montèrent dans un véhicule tout-terrain et engagèrent des guides locaux pour les aider. Tout cela pour rencontrer cette créature hypothétique qui mesure près de 2 mètres de long, qui crache un acide capable de faire fondre n'importe quoi, et qui peut même projeter des décharges électriques sur ses ennemis. La légende dit que ces aimables bestioles passent la plupart de leur journée cachées sous les dunes de sable, mais qu'elles aiment sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Le moment était donc parfaitement choisi, mais nos amis devaient encore trouver un moyen d'attirer la créature hors de sa cachette. Malheureusement pour eux, personne ne savait ce que ce ver géant aimait manger. Ils construisirent donc une machine spéciale qui émet des bruits de martèlement rythmés. Ils espéraient que cela ferait sortir le gros ver de son trou. Ils passèrent 2 mois fouiller le vaste désert, traversant dunes et plaines rocheuses à la recherche du moindre signe de l'effrayante créature. Hélas, cela ne fonctionna pas. Ivan McKerl, qui était le chef de l'expédition de 1990, fit par la suite plusieurs expéditions dans le désert de Gobi. Il essaya une première fois d'attirer le ver géant avec des explosions. Et la seconde fois, il utilisa un petit avion pour explorer les dunes. Au fil des ans, des groupes américains, britanniques et néo-zélandais organisèrent de grandes expéditions dans la région pour tenter de trouver la créature. De nombreuses autres personnes vinrent du monde entier par leurs propres moyens, mais personne ne trouva quoi que ce soit. En Occident, on entendit pour la première fois parler du ver intestin mongol grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux servit probablement de modèle au personnage d'Indiana Jones. En 1926, il parle de cette créature dans son livre.
Andrews entendit lui-même parler de la mystérieuse créature lors d'une réunion avec des dirigeants mongols qui pourtant ne l'avaient jamais vue de leurs propres yeux. L'un, eux, raconta qu'elle ressemblait à une saucisse d'environ 1 demi-mètre de long, sans tête ni pattes. Selon lui, le ver était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous tuer. Et il vivait dans les zones les plus isolées du désert de Gobi. Andrews ne croyait pas que cette créature était réelle, mais il évoqua ses témoignages dans un autre livre. En mai 2005, 4 chasseurs de monstres britanniques professionnels décidèrent de tenter leur chance. Ils firent des dessins du ver et engagèrent des gens du coin pour distribuer des prospectus dans tout le désert de Gobi. Ces prospectus promettaient une récompense à toute personne susceptible de fournir des informations sur la créature, ou de leur en apporter un spécimen. Selon eux, la machine bruyante que les autres explorateurs avaient utilisée avait plus de chances de faire fuir la bête que de l'attirer. Quelqu'un les renseigna, le ver aimait l'humidité. Ils élaborèrent donc un plan visant à bloquer les cours d'eau, afin de créer des zones humides qui attirent vers le ver. Mais cela ne fonctionna pas, car il était trop difficile de construire des barrages dans le désert. Ils finirent par utiliser de petits pièges, mais ne trouvèrent aucune preuve de l'existence du ver. Mais de nombreuses personnes leur racontèrent des histoires sur les créatures étranges qu'elles avaient vues au cours des 70 dernières années. Au fil des ans, les anecdotes sur ce monstre se répandirent dans le monde entier. Selon certaines d'entre elles, il ne mesurerait que 30 cm de long. Selon d'autres, il était aussi grand qu'un être humain. Il était blanc-gris, ou couvert d'écailles, et brun, ou encore charnu et rouge vif. Certains ont dit qu'il ressemblait à un serpent, ou peut-être à une chenille, ou encore qu'il avait des ailes, et pouvait voler. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être surnaturel maléfique, dépourvu de corps. Si ces histoires sont si différentes les unes des autres, et si toutes ces recherches n'ont jamais rien donné, c'est peut-être parce que la créature n'existe tout simplement pas. Il s'agirait d'un cryptide. Ces créatures telles que le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, dont l'existence n'a pas encore été prouvée. En 1983, un scientifique qui visitait la région a appris qu'un vieil homme avait réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité. Le scientifique s'est courageusement approché du trou dans le sable et a mis sa main à l'intérieur. Une créature géante l'a entraîné et on ne l'a plus jamais revu. Je plaisante, il a en fait trouvé un boa des sables de Mongolie. Il s'agit d'un serpent trapu, fouisseur, non venimeux, aux petits yeux et aux écailles gris-brun. Il l'a montré aux habitants de la région pour savoir s'il s'agissait bien du monstre de la légende. Et il semblerait que tous aient répondu par l'affirmative. La plupart des Mongols qui connaissent l'existence du ver croient fermement en sa réalité. Si les gens du pays disent donc communément que ce monstre est un ver, c'est par une sorte de raccourci. Dans de nombreuses cultures mongoles, ce mot a été utilisé pendant des siècles pour désigner tout animal jugé dangereux, en particulier les serpents, même ceux qui ne sont pas venimeux. Après tout, il ne s'agit pas forcément d'un ver au sens propre. Les vers sont mous, mais une créature vivant dans le rude désert de Gobi devrait avoir une peau assez résistante, plus proche de celle d'un serpent ou d'une sorte de lézard sans pattes. Aucune de ces créatures ne peut projeter de l'électricité ni cracher de l'acide, comme on le dit du ver intestin. Mais certains serpents, comme les cobras, peuvent cracher un venin très dangereux pour l'homme. Si elle était réelle, notre créature aurait une colonne vertébrale et les explorateurs auraient probablement découvert des ossements ou d'autres traces du même genre. Or, on trouve effectivement des fossiles dans tout le désert de Gobi. Les scientifiques y ont trouvé des représentants de plus de 80 groupes de dinosaures au cours des 100 dernières années. C'est là, par exemple, que les premiers nids d'œufs de dinosaures ont été découverts. Et cela a complètement changé ce que les scientifiques croyaient savoir sur ces grands animaux du passé. C'était la première preuve qu'ils pondaient en des œufs. Au cours des 2 années suivantes, la même équipe de chercheurs exhuma plus d'une centaine de fossiles de dinosaures qui furent transportés au Musée américain d'histoire naturelle, où vous pouvez encore les voir aujourd'hui. Certains d'entre eux nageaient dans la mer du Crétacé qu'on trouvait là il y a environ 71 millions d'années. Ils ressemblaient à nos oiseaux modernes. Le mystère du ver intestin n'est toujours pas résolu. Mais il y a une autre énigme que les scientifiques ont réussi à élucider. Au XIIIe siècle, un célèbre voyageur du nom de Marco Polo traversa le désert de Gobi. Il crut entendre des bruits mystérieux, des sons produits par des instruments de musique tels que des tambours. Il en parle dans son livre. Selon lui, il s'agissait des voix d'esprits tourmentés.
Les scientifiques modernes appellent cela les sables chantants. Contrairement aux craquements que l'on peut entendre lorsqu'on marche sur une plage de sable, ces bruits du désert sont beaucoup plus puissants, comme ceux d'un instrument de musique jouant des notes profondes et obsédantes. Au fil des ans, les gens ont avancé toutes sortes d'idées sur l'origine de ces sons, comme la présence d'eau souterraine ou de vent qui ferait vibrer le sable. Cependant, ce phénomène n'est propre qu'à certaines dunes, et les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre pourquoi. Parfois, le vent peut provoquer une petite avalanche, et l'on peut alors entendre cette étrange musique. Mais ce phénomène est rare. Pour l'étudier, les scientifiques ont donc dû aider les dunes à chanter, grimpant jusqu'au sommet, puis se laissant glisser sur le dos en utilisant leurs mains et leurs pieds pour pousser le sable vers le bas. Au fur et à mesure que le sable dégringolait, le son commençait à se faire entendre, puis devenait de plus en plus puissant. Les scientifiques sentaient même des vibrations dans leurs mains. Ils ont donc découvert que pour qu'une dune, une jeune femme autrefois éclatante de beauté, fut découverte inhumée avec une immense faucille en travers du cou. Aucun indice de violence ou de crime ne fut relevé. Pourtant, la peur avait manifestement poussé quelqu'un à l'enfermer dans cette tombe, allant jusqu'à attacher un cadenas à l'orteil de son pied gauche. Il souhaitait la maintenir à jamais dans cette sépulture, redoutant qu'elle ne se relève pour assouvir sa vengeance. Une communauté entière se serait liguée contre une jeune femme de moins de 20 ans, estimant qu'elle représentait un péril mortel. Vous voyez où l'on veut en venir? Testons vos connaissances historiques. Qui, au cours des siècles, a suscité une telle crainte que même sa mort ne suffisait pas à apaiser l'effroi des populations? Si vous pensez aux sorciers, sorcières et autres vampires, vous avez tout à fait raison. Une petite parenthèse s'impose. Lorsque l'on ne peut pas dominer quelqu'un physiquement, on peut tenter de le faire par des moyens surnaturels. Du moins, c'était une croyance répandue au XVIIe siècle. Outre la faucille et le cadenas, des indices témoignent d'une tentative visant à retourner le cadavre face contre terre. Cet effort a échoué, laissant la colonne vertébrale de la défunte tordue et déformée. En passant, le cadenas n'avait pas nécessairement pour but d'enfermer un vampire, mais était vraisemblablement utilisé comme talisman pour repousser les esprits malveillants. Voilà une manière singulièrement cruelle d'inhumer une personne. Pourtant, ce procédé était courant pour aménager des sépultures dites anti-vampires. Les techniques employées pour empêcher la résurrection de ces créatures étaient particulièrement sophistiquées. Permettez-nous d'introduire un concept. Les tombes anti-vampires, également appelées tombes de revenants, datent de plusieurs millénaires et ont été mises au jour en divers lieux à travers l'Europe. L'Europe, vous avez bien entendu. Avant de vous dire « Mais les vampires, c'est une spécialité roumaine, Dracula et compagnie », Zrenia, laissez-nous vous démontrer le contraire. Ces créatures appartiennent à l'ensemble du folklore européen, ce qui signifie qu'on en trouve des traces dans toute l'Europe. Avec l'établissement de nouvelles colonies en Amérique, les récits de vampires s'y sont également propagés, évoluant jusqu'à finalement donner naissance à la saga Twilight. Ces sépultures dites anti-vampires se distinguent par les précautions visibles prises pour empêcher les défunts de revenir d'entre les morts. On pouvait par exemple placer de lourdes pierres sur les jambes du défunt ou transpercer son corps avec une lance pour l'ancrer au sol. Pour plus de sûreté, on envisageait parfois de séparer la tête du reste du corps. Ainsi, enterrer un corps face contre terre, lui couper la tête ou le maintenir sous une pierre étaient des pratiques courantes pour empêcher une personne perçue comme possédée de quitter sa tombe. Revenons à cette malheureuse jeune femme. Deux archéologues, Dariusz Poliński et Magda Zagrodzka, partenaires en sciences comme dans la vie, ont découvert sa tombe par hasard. Curieusement, ses 200 ciseaux étaient restés intacts. Pourtant, aucune pierre tombale, aucun nom, absolument rien n'indiquait son identité, seulement une tombe isolée sur une colline du nord de la Pologne. Poliński, professeur d'archéologie, et Zagrodzka se sont attelés à reconstituer l'histoire de cette jeune femme qu'ils ont décidé de nommer Zosia. Une datation au carbone a révélé qu'elle avait environ 18 ans lorsqu'elle est décédée, il y a environ 350 ans, à une époque de troubles en Pologne. Peu de documents existent sur ce cimetière, qui semble avoir servi de dernier refuge à des individus vivant en marge de la société. Zosia était-elle une jeune fille pauvre, rejetée par ses pairs en raison de circonstances cruelles? Pas exactement. En approfondissant leurs recherches, les archéologues ont découvert des indices suggérant qu'elle appartenait à une famille aisée.
Sa sépulture renfermait une coiffe sophistiquée, et la soie fine, ainsi que les fils d'argent et d'or qui l'ornaient, laissaient entendre qu'il s'agissait d'un couvre-chef raffiné. Ces éléments indiquent qu'elle jouissait d'un certain statut ou d'une position privilégiée. La façon dont elle a été enterrée reflétait clairement son statut de marginal au sein du village de Piègne. Sa présence y était peut-être indésirable, ce qui expliquerait l'accusation de vampirisme, renforcée par la manière brutale dont elle a été forcée dans sa tombe et maintenue captive. En étudiant la structure de son crâne et en extrayant l'ADN de ses ossements, les scientifiques ont pu reconstituer une image possible de son visage. Les spécialistes ont patiemment sculpté l'effigie de Zosia en utilisant de l'argile sur un modèle imprimé en 3D de son crâne, une démarche qui s'est avérée profondément émouvante. Ils ont souligné que, bien qu'ils réalisent souvent des reconstructions faciales, ils visaient ici également à lui rendre une part de dignité. Grâce à ces 3 techniques, analyse ADN, impression 3D et modelage à l'argile, l'équipe a redonné un visage à Zosia, disparu depuis 4 siècles, mettant ainsi en lumière l'histoire humaine cachée derrière ses croyances surnaturelles. Ironique, n'est-ce pas? D'abord, tout avait été fait pour effacer son visage du souvenir collectif et l'empêcher de revenir un jour. 400 ans plus tard, on s'est employé à la ramener à la vie. Aujourd'hui, son portrait se trouve partout sur Internet, mais les visages de ceux qui l'ont enterré resteront pour toujours inconnus. Hélas, ce projet de reconstruction ne permet qu'un lien visuel avec Zosia, tandis que son véritable récit demeure un mystère. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les individus perçus comme étant des vampires faisaient l'objet de terribles discriminations. Une rumeur prétendait même que ces créatures affamées enlevèrent des humains pour étancher leur soif. Mais examinons cette idée sous un angle mathématique pour démontrer l'absurdité de cette légende et prouver que Zosia n'en faisait pas partie. En 1600, la population mondiale ne comptait que 537 millions de personnes. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas tout à fait précis, mais ils sont proches de la réalité. Le physicien Kostas Eftimiou a calculé que si un vampire mordait une personne chaque mois, l'humanité aurait disparu en quelques années. Avec une population de départ de 537 millions en 1600 et un seul vampire, ces calculs indiquent qu'il ne resterait plus un seul humain dès juillet 1602. Et pourtant, nous sommes bien là aujourd'hui. Placer une pierre sur un cadavre pour empêcher un vampire de se relever est peut-être une pratique qui vous surprend. Mais il existe aussi de nombreux stéréotypes sur ces créatures que vous connaissez certainement, comme l'utilisation de l'ail ou l'absence de reflets dans les miroirs. Curieusement, bien que ces superstitions reposent sur des croyances infondées, il existe une explication logique à l'association des vampires avec l'ail. Ce dernier contient un composé, la lysine, qui est un puissant antibiotique. Même si les gens de l'époque ignoraient ce qu'était un antibiotique, ils avaient remarqué que l'ail était efficace contre diverses maladies. Ils pensaient également que les vampires naissaient d'un trouble sanguin spécifique, ce qui les amenait à croire que l'ail pouvait les neutraliser. Par ailleurs, il existe réellement une affection sanguine appelée porphyrie, qui donne à ceux qui en souffrent une apparence évoquant celle des vampires. Leur peau est pâle et leurs dents paraissent plus grandes à mesure que leurs gencives se rétractent. De plus, les personnes atteintes de porphyrie ne peuvent pas consommer d'ail, car cela aggrave leur état. Quelle coïncidence fascinante! Une autre superstition, plus récente, concerne la version des vampires pour les miroirs. La première mention connue de cette idée apparaît dans le roman Dracula, publié en 1897. Mais pourquoi un vampire n'aurait-il pas de reflet? C'est assez simple. Avant l'ère du plastique, les miroirs étaient recouverts d'argent, un matériau associé au rejet des forces du mal. L'argent était souvent perçu comme un répulsif contre les esprits malveillants, peut-être à cause de ses propriétés antimicrobiennes. Comme pour l'ail, ses qualités curatives auraient pu inspirer l'idée qu'il effrayait les vampires. Une autre explication possible de cette superstition est que des affections telles que la porphyrie ou la rage, souvent confondues avec le vampirisme, altéraient l'apparence des malades. Ces derniers évitèrent peut-être de se regarder dans un miroir à cause de ces changements, ce qui a pu nourrir l'idée que les vampires fuyaient leur propre reflet. Et si jamais vous croisez un vampire que ces méthodes ne dissuadent pas, voici une astuce supplémentaire, demandez-lui de compter. Cela peut être des grains de riz, des haricots ou même les mailles d'un filet de pêche, si vous en avez un sous la main. Les vampires, paraît-il, sont obsédés par les chiffres, ce qui les détournera de leur objectif. Le sol se met soudain à trembler.
tandis que des nuées de gaz s'élèvent dans le ciel, plongeant la journée en pleine obscurité. Certaines portions du sol commencent à se déformer, se soulever ou même s'effondrer. Autant de signes avant-coureurs d'une éruption imminente. Et ce scénario pourrait bien se répéter avec le mont Spur. Situé à environ 120 km d'Anchorage, l'une des villes les plus dynamiques d'Alaska, le mont Spur représente une menace tangible. Plus de la moitié des habitants de l'État le plus au nord des États-Unis résident à Anchorage. Chaque jour, une immense quantité de fret aérien transite par son aéroport international. Ainsi, lorsqu'un volcan situé si près d'un carrefour aussi crucial manifeste des signes d'agitation, cela attire inévitablement l'attention de tous. À titre informatif, environ 350 millions de personnes dans le monde vivent dans la zone à risque d'un volcan en activité. Cela signifie qu'une personne sur 20 se trouve exposée aux dangers liés à une éruption volcanique. Les Alaskiens espéreraient sans doute que l'éveil du mont Spur relève de la fiction, mais la réalité est tout autre. L'Observatoire volcanologique d'Alaska a enregistré plusieurs des signes caractéristiques d'une activité volcanique imminente, à tel point que le niveau d'alerte a été relevé au jaune, indiquant une agitation dépassant les niveaux habituels. Le mont Spur est entré en éruption à 2 reprises dans les années 90, et ces événements furent assez puissants. Sur une échelle de 1 à 10, elles obtiendraient probablement une note de 6 ou 7. Sans être catastrophiques, elles ont néanmoins engendré des dommages estimés entre 10 et 17 millions de dollars. Cependant, ces chiffres paraissent dérisoires face à l'éruption du mont Redoute en Alaska, en 1988, un autre volcan qui a provoqué des dégâts astronomiques, totalisant 345 millions de dollars. La principale raison réside dans les cendres volcaniques qui ont perturbé les moteurs des avions, à l'image du KLM 747, dont tous les moteurs se sont arrêtés sous l'effet des cendres avant de redémarrer in extremis. Si la géologie instable de l'Alaska avait jusque-là suscité peu d'attention, cet événement a indéniablement changé la donne. Lorsqu'on évoque les risques liés au volcanisme, la première image qui surgit est souvent celle de Pompéi, en Italie. Bien sûr, il s'agit du scénario le plus dramatique. Une ville engloutie par la lave. Comparé au Vésuve, le mont Spur peut sembler moins menaçant, mais il a tout de même laissé des traces notables. Lors de sa dernière éruption dans les années 90, il a propulsé des aérosols volcaniques à plus de 18 000 mètres d'altitude. Clarifions un point scientifique essentiel. Les aérosols volcaniques sont des particules liquides qui sont libérées dans l'atmosphère lors d'une éruption. Ils se forment généralement lorsque les gaz volcaniques, comme le dioxyde de soufre, interagissent avec l'eau et d'autres particules présentes dans l'air. Ces aérosols ont la capacité de refroidir la surface terrestre en réfléchissant directement la lumière solaire vers l'espace. Le pire, ils peuvent demeurer dans l'atmosphère pendant plusieurs années après une éruption, entraînant de graves problèmes de santé. L'éruption a libéré des avalanches fulgurantes de gaz brûlants et de cendres, appelées coulées pyroclastiques, accompagnées d'épaisses crues boueuses, connues sous le nom de lahars, sans oublier les gigantesques blocs de roches volcaniques. Certains dépassaient 1 mètre de diamètre et ont été projetés hors du volcan, avec la puissance de véritables boulets de canon, s'écrasant jusqu'à plus de 10 km de distance. La chaleur dégagée a fait fondre une partie d'un glacier voisin, déclenchant des coulées de débris qui ont obstrué la rivière Chakachatna et formé un tout nouveau lac dans la vallée. Malgré tout, la première éruption du mont Spur a eu un aspect positif. La principale leçon tirée fut l'importance de la surveillance volcanologique. Grâce aux systèmes de contrôle locaux, les pertes économiques ont pu être limitées, ce qui est essentiel pour une ville dont le trafic aérien est aussi dense. Bien que considéré comme actuellement endormi, le mont Spur reste imprévisible et pourrait entrer en éruption à tout moment. Les volcans sont généralement classés en 3 catégories: actifs, dormants ou éteints, selon leur niveau d'activité. Un volcan actif gronde encore et entre en éruption avec une certaine régularité. Un volcan dormant, lui, a montré des signes d'activité récente, mais reste actuellement en sommeil. Quant aux volcans éteints, ils sont silencieux depuis si longtemps qu'on estime qu'ils ne se réveilleront plus jamais. Parmi les volcans actifs les plus redoutables des États-Unis figure le mont St. Helens, responsable de l'éruption la plus violente de l'histoire du pays. Lors de sa dernière explosion,
L'intensité du souffle a emporté environ 400 mètres de son sommet, faisant littéralement disparaître le haut de la montagne. Si le nuage de cendres du mont Spur vous semblait spectaculaire, celui de St. Helens l'a surpassé, en atteignant 24 km d'altitude, plongeant l'est de l'État de Washington dans une obscurité totale. Mais ce n'est pas tout. En seulement 3 minutes, l'éruption a projeté près de 3,7 milliards de mètres cubes de roches incandescentes et de poussière, de quoi remplir 1 million de piscines olympiques sur une superficie de 600 km² de forêts luxuriantes. Les secousses sismiques qui ont annoncé l'éruption avaient débuté plusieurs semaines avant le 18 mai 1980. Finalement, un séisme d'une magnitude de 5,0 a déclenché un gigantesque glissement de terrain sur l'un des flancs du volcan. À la fin de cette éruption historique, 57 vies avaient été perdues. Près de 7000 grands animaux, comme les cerfs et les wapitis, avaient péri, tandis que des millions d'oiseaux jonchèrent la terre calcinée. Bien que les experts ne s'attendent pas à ce que le mont St. Helens rejoue un épisode de cette ampleur dans un avenir proche, ils continuent de le surveiller de près, car le volcan est loin d'être éteint. Pour la petite anecdote, le mot volcan tire son origine de Vulcain, la divinité romaine du feu. Les éruptions surviennent souvent au point de rencontre des plaques tectoniques, ces fragments de la croûte terrestre qui s'assemblent comme un puzzle. La fameuse ceinture de feu, située dans l'océan Pacifique, constitue la zone volcanique la plus active du globe. Elle abrite entre 750 et 915 volcans en activité. Le plus grand volcan de la ceinture de feu, et également le plus grand volcan actif au monde, est le Mauna Loa. Culminant à plus de 4000 mètres, il est situé à Hawaï. Les chercheurs estiment que ce volcan est en éruption depuis au moins 700 000 ans. La plus récente a débuté le 27 novembre 2022 pour s'achever le 13 décembre suivant. Resté silencieux depuis les années 80, le Mauna Loa a fini par s'éveiller. Heureusement, grâce à la surveillance continue assurée par l'Observatoire volcanologique d'Hawaï, sa dernière éruption n'a fait aucune victime. Les scientifiques ont massivement investi dans le suivi des volcans, non seulement pour limiter les impacts économiques, mais aussi pour sauver des vies. Leur dernier projet ambitieux consiste à forer directement dans les volcans. Récemment, des scientifiques ont entrepris un voyage jusqu'en Islande, un véritable point chaud volcanique. Ce pays compte à lui seul près de 33 volcans actifs. Cependant, celui qui retient particulièrement leur attention est le système volcanique de Krafla, qui a connu environ 30 éruptions au cours du dernier millénaire. La plus récente, datant du milieu des années 80. Le projet Krafla Magma Test Bed, ou KMT, vise à mieux comprendre le comportement du magma sous la surface terrestre. L'un des principaux atouts de ces recherches par forage est la prévision des risques d'éruption. Mais elles offrent aussi une opportunité de faire progresser l'énergie géothermique. Imaginez un monde où l'électricité serait alimentée par une source d'énergie aussi inépuisable que la puissance des volcans. L'équipe du projet KMT prévoit de débuter le forage en profondeur en 2027. Avec pour objectif d'atteindre plus d'1 kilomètre sous terre. Surveiller l'activité de la lave lorsqu'elle est en surface est une chose, mais l'étudier lorsqu'elle reste confinée sous terre en est une autre. Selon les chercheurs, cette approche permettra de véritablement écouter le pouls de la Terre. D'après eux, ces recherches pourraient être aussi révolutionnaires que la conquête de la Lune. Et en parlant de cela, saviez-vous que des volcans existaient ailleurs dans le système solaire ? Oui, d'autres planètes et lunes en abritent également. Le plus grand volcan connu est Olympus Mons, situé sur Mars. Il s'agit d'un volcan bouclier similaire à ceux des îles hawaïennes, mais il mesure près de 600 km de large. Si on l'amenait sur Terre, il couvrirait presque toute la Pologne. Impressionnant. Lorsque vous évoquez vos projets de voyage à Tristan da Cunha, il est fort probable que vos amis ignorent totalement l'emplacement de cette île lointaine. Rien d'étonnant à cela. Tristan da Cunha est reconnu comme l'archipel habité le plus reculé de la planète. La terre peuplée la plus proche, Sainte-Hélène, se trouve à environ 2400 km. L'île de Tristan da Cunha ne compte actuellement que 229 habitants. Dans une communauté aussi restreinte, chacun est soit le cousin, soit l'oncle, ou peut-être simplement l'ami de quelqu'un. Mais une chose est certaine, tout le monde se connaît. Il n'y a pas plus de 10 noms de famille sur l'île, correspondant à seulement 10 lignées différentes.
Rejoindre cette île relève d'une véritable épopée. Aucun aéroport n'y est présent, rendant le voyage exclusivement maritime. En règle générale, il faut prévoir une traversée de plusieurs jours depuis l'Afrique du Sud. L'île est régulièrement desservie par seulement 3 navires, effectuant ensemble moins d'une douzaine de voyages par an. Certaines compagnies de croisière l'intègrent à leurs itinéraires, mais il est essentiel d'organiser votre séjour à l'avance, en raison du nombre restreint de places disponibles sur les bateaux au départ du Cap. De plus, une autorisation préalable de débarquement est obligatoire. Bien que l'île ne dispose pas d'hôtels classiques, plusieurs maisons d'hôtes sont à votre disposition, et il est même possible de loger chez l'habitant. Les locaux vous offriront un hébergement confortable, 3 repas quotidiens et des services de blanchisserie. À noter que 88% des frais versés reviennent directement à la famille insulaire, tandis que seuls 12% sont perçus sous forme de taxes. Par ailleurs, le coût de l'hébergement est étonnamment accessible. En 2024, il s'élevait à environ 30 livres pour une pension complète. En effet, l'île utilise la livre sterling, étant un territoire britannique d'outre-mer, mais elle dispose également d'une monnaie locale, la livre de Sainte-Hélène, équivalente à la livre sterling. Incidemment, cela ne fait qu'environ 80 ans que l'île a commencé à utiliser de l'argent liquide. En 1942, la base navale a introduit le paiement des salaires en espèces, permettant aux habitants de Tristan de passer d'une économie de troc à un système monétaire. Ce changement leur a également offert la possibilité de réaliser leurs premiers achats en argent comptant. À titre de conseil, préparez tout ce dont vous pourriez avoir besoin avant de partir, car vous ne trouverez certainement pas d'hypermarché sur place. Pour être clair, il y a bien une supérette, mais elle ne ressemble guère aux interminables rayons débordant de gigantesques pots de mayonnaise dont vous avez peut-être l'habitude. Le magasin de Tristan da Cunha, souvent désigné comme le supermarché, n'a ni vitrines en verre ni publicité flamboyante. Pour être franc, il évoque davantage une grange abandonnée vue de l'extérieur. Mais en dépit de son apparence modeste, il joue un rôle essentiel en offrant des produits de première nécessité pour compléter les denrées locales. Les résidents doivent commander leurs articles des mois à l'avance, ceci arrivant avec les rares navires. Ce magasin est ouvert du lundi au vendredi. Les habitants cultivent encore aujourd'hui leurs propres légumes et élèvent du bétail. Le supermarché est devenu une ressource indispensable pour des produits tels que la farine, le sucre ou encore des denrées d'épicerie variées, y compris du pain surgelé et des produits typiques des supermarchés britanniques ou sud-africains. Bien que l'économie de l'île repose principalement sur la pêche, en particulier celle des langoustes, les insulaires demeurent largement autosuffisants. Dirigeons-nous maintenant vers une autre destination tout aussi ardue à atteindre, mais cette fois, le défi est encore plus grand. Il s'agit de l'infâme Hypoxia City, surnom donné à l'endroit où l'oxygène est le plus rare sur Terre. Bien entendu, ce n'est qu'un sobriquet. Son véritable nom est la Rinconada, située au Pérou. Pour atteindre la Rinconada, il faut gravir plus de 5 km dans les montagnes, ce qui n'a rien d'étonnant pour la ville la plus haute du monde. Malgré son accès difficile, elle accueille une population bien plus importante que Tristan da Cunha, entre 30 000 et 50 000 habitants. Alors que l'île isolée évoque une certaine quiétude idyllique, la cité péruvienne de la Rinconada présente une toute autre réalité. Le paysage urbain se compose essentiellement d'habitations basses, avec des services de base largement insuffisants. La Rinconada n'a ni approvisionnement fiable en eau courante, ni système d'assainissement. L'absence de collecte des déchets oblige les résidents à les brûler ou à les enterrer eux-mêmes. Jusqu'au début des années 2000, la Rinconada ne bénéficiait pas d'accès à l'électricité. La plupart des biens, y compris les denrées alimentaires essentielles, doivent être acheminés de l'extérieur. Bien qu'elle ait été à l'origine une ville minière, elle offre aujourd'hui une diversité d'activités économiques. Certains s'orientent vers le commerce, que ce soit de la nourriture, des vêtements ou d'autres biens. Tandis que d'autres proposent des services variés, voire des toilettes publiques. D'un point de vue architectural, la Rinconada a très peu à offrir. Le paysage est dominé par des cabanes précaires en tôle ondulée, souvent instables et rongées par la rouille. Ce choix de matériaux repose avant tout sur des considérations pratiques. Ces tôles métalliques sont légères et faciles à transporter jusqu'au glacier par les mineurs. Hélas, ces habitations n'offrent aucune isolation adéquate, exposant leurs occupants au froid glacial, quoique la laine des moutons locaux, réputée pour ses propriétés isolantes, soit disponible. Quelques maisons en pierre, plus robustes, existent, mais restent rares, et sont principalement occupées par des mineurs plus fortunés. Si l'architecture de la Rinconada laisse à désirer, ces panoramas, eux, sont à couper le souffle.
Depuis presque chaque point de la ville, il suffit de lever les yeux pour admirer la Bella Durmiente, ou Belle au bois dormant, un glacier majestueux qui domine le paysage. Atteindre la Rinconada est loin d'être simple. La première étape consiste à prendre un vol pour l'aéroport international Alejandro Velasco Astete à Cusco, au Pérou. Une fois à Cusco, vous pourrez emprunter un train ou un bus en direction de Puno, situé à proximité du lac Titicaca. C'est à partir de là que les choses se corsent. Pour monter jusqu'à la Rinconada, il faut souvent compter sur l'autostop ou trouver un véhicule en direction des montagnes. Il existe peut-être quelques bus, mais ils ne suivent aucun horaire précis. Si vous êtes aventureux, vous pouvez louer une voiture. Mais attention, les routes sont souvent accidentées et difficiles à parcourir. Un peu de prudence est donc indispensable pour cette expédition. Contrairement à Tristan da Cunha, qui a adopté l'argent liquide dans les années 40, la Rinconada s'appuie peu sur la monnaie. Son économie repose presque exclusivement sur les mines d'or, qui sont non surveillées, non réglementées et souvent très dangereuses. Les mineurs travaillent selon un système de cacoreo. Pendant 30 jours, ils extraient le minerai sans être payés. Puis, le 31e jour, ils peuvent emporter tout le minerai qu'ils peuvent charrier en guise d'unique rémunération. La Rinconada ne dispose pas de banque, mais plusieurs agences de transfert d'argent permettent aux mineurs d'envoyer de l'argent à leur famille. Cependant, les montants varient énormément, car le cacoreo n'est pas un salaire fixe. C'est une question de chance, la Suerte. Notre prochaine destination est le Svalbard, une terre qui pourrait paraître inhospitalière en raison de son climat rigoureux. Pourtant, ses habitants accueillent tout le monde avec chaleur et sans formalité. Aucun visa n'est nécessaire pour visiter ou même travailler sur place. Situé aux confins du monde, Svalbard séduit par son charme unique et solitaire. La capitale, Longyearbyen, héberge une communauté remarquablement variée, avec plus de 50 nationalités représentées parmi ses 2400 habitants. Et il n'est pas rare de croiser un ours polaire qui s'aventure parfois en ville. Les espaces de vie sont réduits, il n'y a qu'un seul supermarché, et les rues, numérotées plutôt que nommées, contribuent au charme singulier de la ville. Longyearbyen dispose également d'un centre universitaire accueillant environ 300 étudiants. Fait surprenant, tous doivent apprendre à manier des armes à feu, une mesure de sécurité indispensable dans la nature sauvage environnante. Fondée initialement comme ville minière, à l'instar de la Rinconada, Longyearbyen s'est désormais tournée majoritairement vers le tourisme. Pourtant, une coutume originale de l'époque minière persiste. Visiteurs et habitants retirent leurs chaussures en entrant dans les hôtels et les restaurants, une habitude destinée à préserver les lieux de la poussière de charbon. Notre dernière destination aujourd'hui est l'île Palmerston, un atoll corallien reculé des îles Cook, situé à environ 470 km au nord-ouest de Rarotonga. Le célèbre explorateur James Cook y a accosté le 16 juin 1774. À une époque où l'île était inhabitée, bien que des tombes anciennes y aient été découvertes. Aujourd'hui, l'île compte une petite communauté de seulement 25 habitants, descendants pour la plupart de William Masters, un marin anglais du 19e siècle. Arrivé en 1863 avec 2 épouses polynésiennes, il en a ensuite pris une 3e et a eu 23 enfants. Il existe sur notre planète un lieu si périlleux que même les créatures soit les plus redoutables d'aujourd'hui n'y survivraient pas un instant. Ce site se trouvait autrefois dans l'actuelle région du sud-est marocain, connu sous le nom de plateau de Kemkem. L'histoire de cet endroit remonte à environ 100 millions d'années, à l'époque du Crétacé. À première vue, on aurait pu croire à un lieu enchanteur, une forêt luxuriante, des rivières étincelantes sous la lumière du soleil, jusqu'à croiser un dinosaure effroyable. Les lions ou les requins actuels ne font pas le poids face aux révélations des fossiles. La région des Kemkem était dominée par des prédateurs redoutables, dont 3 des dinosaures carnivores les plus gigantesques jamais découverts. Prenons le spinosaure, par exemple. Ce dinosaure dépassait tout ce que l'on pourrait imaginer. Une créature mi-reptile, mi-monstre, atteignant plus de 15 mètres de hauteur, surpassant ainsi le tyrannosaure. Doté d'un museau évoquant celui d'un crocodile et d'une voile dorsale, il régnait sur les forêts. Mais ce redoutable prédateur savait aussi nager, rendant les eaux tout aussi dangereuses. Il capturait des poissons gigantesques, comme s'il les cueillait d'un simple geste des eaux peu profondes. Il y avait également le Carcharodontosaurus, un carnivore dont le nom signifie « lézard aux dents de requin ». Ses dents, aussi tranchantes que des rasoirs, déchirèrent la chair avec une facilité glaçante.
Ce colosse, presque aussi grand qu'une maison, surpassait en vitesse, en puissance et en agressivité la plupart des créatures ayant foulé la Terre. Enfin, le Deltadromeus, un dinosaure à l'apparence de rapace conçu pour la vitesse, traquait ses proies tel un ninja, rapide et d'une précision redoutable. Oh, et les cieux n'étaient pas en reste, peuplés de ptérosaures voltigeants. Souvent confondus avec des dinosaures volants, ces êtres appartenaient pourtant à une autre catégorie, plus précisément apparentés à de proches cousins des dinosaures. Ces reptiles majestueux survolaient les Kem avec une envergure atteignant jusqu'à 9 mètres. Leurs doigts étaient dotés d'une membrane avec un 4e doigt, rappelant celui des chauves-souris. Leur squelette, d'une légèreté remarquable, leur permettait de planer avec une aisance extraordinaire. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls responsables de l'atmosphère terrifiante des Kem. Les eaux dissimulaient, elles aussi, de redoutables dangers, d'immenses poissons et des créatures proches des crocodiles. Leurs mâchoires, capables de broyer les eaux, guettaient sous la surface, prêtes à fondre sur toute proie malchanceuse. Parmi ces créatures aquatiques, on trouvait le Sarcosuchus, surnommé Super Croc. Ce redoutable reptile, long de 12 mètres, aurait aisément pu engloutir un humain. Mieux encore, il était capable de s'attaquer à un dinosaure adulte et d'en sortir victorieux. Ses mâchoires, d'une puissance effrayante, ne laissaient aucune chance à ses proies, pas même aux spinosaures. Les chélacantes fréquentaient également les rivières. Ces prédateurs redoutables pouvaient engloutir sans difficulté un poisson de grande taille. Ils étaient dotés de nageoires intrigantes, qui reproduisaient des mouvements similaires à ceux de nos bras et de nos jambes. De plus, une articulation particulière dans leur crâne leur permettait de lever la tête, rappelant étrangement un comportement humain. Fait étonnant, nous pensions que ces créatures avaient disparu il y a 66 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Mais récemment, elles ont été redécouvertes dans l'océan Indien, où elles prospèrent encore aujourd'hui. Elles avaient simplement trouvé refuge dans les profondeurs et n'ont probablement jamais remarqué ni l'impact de l'astéroïde ayant décimé les dinosaures, ni même l'apparition de l'homme. Rassurez-vous, au fil de millions d'années, ces créatures ne sont devenues pratiquement inoffensives. Leur taille a rétréci de 4 à 5 fois, bien qu'elles pèsent encore environ 90 kilos. Imaginez leur envergure à l'époque. Les eaux des Kem abritaient également d'énormes dipnustes et d'autres créatures aquatiques effrayantes. Boire ou se baigner dans ces rivières était donc une entreprise risquée, où l'on pouvait à tout moment être attaqué. Quel lieu incroyable! Même les tortues atteignaient là-bas la taille de voitures. Imaginez-vous survivre dans un monde où ces créatures gigantesques semblaient omniprésentes. Ce qui rendait cet endroit unique, ce n'était pas seulement la taille impressionnante de ces bêtes, mais surtout la densité exceptionnelle de prédateurs qui y régnaient. Vous pourriez penser qu'il est improbable qu'un si grand nombre de prédateurs puissent cohabiter dans un même endroit, et vous auriez raison. Les proies y étaient rares. Cela rend la situation encore plus effrayante. Ces prédateurs arpentèrent la région, traquant la moindre trace de vie, et lorsqu'il n'y avait plus rien à chasser, ils se retournaient les uns contre les autres. Depuis des années, les scientifiques tentent de comprendre cette situation. Était-ce une caractéristique de cette époque, où toutes les régions du globe semblaient aussi dangereuses? Ou bien cet endroit avait-il quelque chose de particulier? Certains suggèrent que nous n'aurions trouvé que des fossiles de prédateurs, car les animaux les plus paisibles auraient disparu, et que les relevés fossiles seraient ainsi biaisés. Mais au final, le mystère reste entier. L'environnement était tout aussi captivant que les créatures qui y vivaient, bien que légèrement plus hospitalier. Imaginez. Ce désert, aujourd'hui aride, était autrefois un paradis vert, humide et parcouru de rivières. Le soleil brûlait intensément la terre, et le climat y était tellement chaud que même les pôles étaient tempérés. Le temps était extrême, alternant entre des saisons de sécheresse et des tempêtes violentes qui façonnaient à la fois le paysage et la vie. D'immenses rivières traversaient ce territoire, sculptant leur chemin depuis le Sahara jusqu'à l'ancien océan Thétis, au nord. Si vous aviez pu observer ce panorama, vous auriez vu des bassins gigantesques interconnectés, et au-delà, l'Atlantique central. Les plaines inondables s'étendaient sous un ciel écrasant de chaleur. Ces rivières étaient imprévisibles, calmes et paisibles un jour, puis déchaînées comme des bêtes en furie le lendemain. Au début,
Ces cours d'eau étaient d'une puissance impressionnante, creusant de profonds canaux et formant d'immenses bancs de sable. Mais, avec le temps, leur débit a ralenti et le paysage s'est métamorphosé, d'étangs peu profonds à des étendues de sel. L'eau, en se retirant progressivement, a laissé derrière elle une mosaïque de zones humides et de cours d'eau paisibles. De nos jours, les Kemkem sont devenus un vaste désert rocheux où le temps semble figé depuis des millions d'années. Si vous vous y aventuriez, vous découvririez une immense falaise escarpée, sa surface rocheuse serpentant à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, baignée par la lumière crue et implacable du soleil. Sous vos pieds se cacheraient des strates d'histoire fossilisées, l'une des raisons pour lesquelles cet endroit a tant captivé les scientifiques. Ce site abrite probablement l'une des collections de fossiles les plus riches et les plus complètes d'Afrique du Nord. Certes, d'autres régions d'Afrique, comme la formation de Baharia en Égypte, ont également livré des fossiles. Mais elles n'apportent pas autant d'informations sur la vie de cette époque que le site des Kemkem. Cela s'explique par la présence des rivières mentionnées plus tôt. Dans les zones plus chaudes et arides, ces cours d'eau se sont soit érodés, soit enfouis sous le sable. Les premières découvertes des Kemkem remontent à la fin des années 40, lorsqu'un géologue du nom de George Schubert a mis au jour des fossiles de poissons osseux le long de l'escarpement près de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Quelques années plus tard, le paléontologue René Lavocat a véritablement élargi le champ des découvertes. Voyageant à dos de dromadaire, il a exploré le paysage désertique et dévoilé un véritable trésor de fossiles. Il découvrit le squelette partiel d'un gigantesque dinosaure herbivore. Enfin, une créature paisible dans les Kemkem. Ce colosse au long cou arpentait les anciennes vallées fluviales et se nourrissait de feuillage comme un paisible herbivore. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques n'ont entrepris que de modestes expéditions de fouilles, dévoilant ici et là quelques découvertes modestes. Puis, dans les années 70, le paléontologue allemand Helmut Alberti a conduit son équipe dans les Kemkem. C'est à ce moment-là que tout a pris une tournure spectaculaire. Ils ont découvert des fossiles de poissons préhistoriques, de crocodiles, de dinosaures, ainsi que des fragments du célèbre spinosaure. Imaginez la joie des scientifiques de cette expédition. À partir du milieu des années 90, le domaine des fossiles a connu une véritable révolution. De nouvelles et impressionnantes espèces ont été identifiées dans les Kemkem. Au fil des années, le rythme des découvertes n'a cessé de s'intensifier. Les paléontologues, munis de techniques et d'outils. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale où des youtubeurs ont dissimulé un trésor dans le triangle des Bermudes et où un inconnu a eu l'audace de partir à sa recherche. Il est reparti avec 10 000 $ en poche. Mais, soyons réalistes, son plus grand triomphe a sans doute été d'en sortir indemne. Cette zone maritime périlleuse, située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour ses événements mystérieux et inexpliqués. On raconte que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont volatilisés sans laisser de traces. Cela a donné naissance à de nombreuses théories selon lesquelles cette région serait connectée à des forces mystiques ou à des vortex capables d'entraîner les objets vers d'autres dimensions. Cependant, un scientifique australien du nom de Karl Kruszelnicki pourrait bien avoir élucidé le mystère du triangle des Bermudes. D'après lui, la majorité des légendes et de ces disparitions troublantes peuvent être attribuées à deux causes principales. Le premier facteur mis en avant est l'erreur humaine. Une des théories réfutées par Kruszelnicki concerne le vol tragique de l'escadrille 19. En 1945, 5 avions de la marine américaine ont décollé pour une mission d'entraînement de routine en Floride. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'après 90 minutes, le commandant de l'escadron signale qu'ils étaient perdus. Puis, soudainement, pouf, ils ont simplement disparu. Malgré l'une des plus vastes opérations de recherche aérienne et maritime de l'histoire, aucune trace de l'escadrille 19, ni de ses 14 membres d'équipage, n'a été retrouvée à ce jour. Ce qui continue de susciter l'étonnement à propos de cet incident, c'est que les conditions météorologiques lors du départ étaient particulièrement favorables. Une journée relativement chaude, des nuages légers et cotonneux parsemant le ciel, et une brise venant du sud-ouest. Rien qui ne sorte de l'ordinaire pour une mission d'entraînement. Alors, qu'est-il vraiment arrivé? Il s'avère que, bien que le chef d'escadrille ait accumulé plus de 2000 heures de vol, il était un assez piètre pilote. À vrai dire, un pilote vraiment médiocre.
D'après Kruszelnicki, le commandant était si mauvais en navigation qu'il s'était déjà égaré en mer à au moins 2 reprises avant l'épisode de l'escadrille 19. Ce jour fatidique, il avait même tenté de trouver quelqu'un pour le remplacer, sans succès, ce qui s'est malheureusement avéré tragique pour tout son escadron. Après avoir mené à bien leur exercice de vol, les 2 boussoles de bord ont subitement cessé de fonctionner. Sur la fréquence radio de la patrouille, sa voix angoissée affirmait qu'ils survolèrent des terres. Plus précisément, il était persuadé de se trouver au-dessus des quais de Floride. Pourtant, cela défiait toute logique. Moins d'1 heure avant, il avait survolé, comme prévu, les hauts fonds de Hansen Chicken aux Bahamas. Mais il était à présent convaincu que son avion avait inexplicablement dérivé sur plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre les quais de Floride. Une erreur monumentale. Selon les hypothèses les plus crédibles, ce qu'il pensait être les quais de Floride n'était en réalité qu'un groupe de petites îles des Bahamas. C'est là que les choses ont pris une tournure dramatique. Au lieu de corriger sa trajectoire et de revenir vers l'ouest en direction de la Floride, il a continué à voler vers l'est, s'aventurant davantage dans l'océan Atlantique. À court de carburant, son avion s'est abîmé et vous connaissez déjà la suite. Certains partisans de théories alternatives affirment qu'une force malveillante aurait perturbé les 2 boussoles, provoquant leur dysfonctionnement au-dessus de cette région prétendument maudite. Cependant, il faut bien l'admettre, même si une telle hypothèse s'avérait exacte, l'erreur humaine reste le facteur déterminant dans cette tragédie. Le pilote n'aurait jamais dû confondre les îles des Bahamas avec les quais de Floride, pointe à la ligne. Passons maintenant au second facteur qui, selon Kruszelnicki, explique une grande partie des disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Les conditions météorologiques défavorables. De nombreuses tempêtes tropicales et ouragans de l'Atlantique traversent directement le triangle des Bermudes. Avant l'ère des prévisions météorologiques avancées, ces phénomènes naturels étaient responsables de la perte de nombreux navires. Par ailleurs, le Gulf Stream, un puissant courant océanique, traverse également la région. Ce courant peut provoquer des changements météorologiques soudains et parfois spectaculaires. En y réfléchissant, ces facteurs naturels suffisent à expliquer une grande partie, voire la majorité, des disparitions signalées. Prenons l'exemple de l'USS Cyclops. En 1918, ce cargo imposant de 150 mètres et transportant environ 11 000 tonnes de manganèse a disparu sans laisser de traces. Il effectuait une traversée entre les Antilles et Baltimore avec 309 personnes à bord. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est qu'aucun signal de détresse n'a été émis. Plus de 100 ans après les faits, le mystère reste entier. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Évidemment, cette disparition a donné lieu à toutes sortes de théories. L'une des hypothèses les plus répandues était qu'il aurait été pris dans une tempête soudaine et violente. Avec son lourd chargement de manganèse, le navire aurait pu chavirer et couler en un temps record. D'autres spéculent sur des phénomènes sous-marins, tels que des glissements de terrain ou une vague scélérate. Quand on y pense, cette hypothèse n'est pas si farfelue. D'après Kruszelnicki, le triangle des Bermudes n'est pas seulement une zone sujette aux intempéries. Il illustre également la puissance brute de l'océan. Le fond marin y atteint des profondeurs impressionnantes, près de 9000 mètres, soit l'équivalent inversé du mont Everest. Une telle profondeur rend l'océan particulièrement apte à dissimuler des objets, transformant cette région en un lieu idéal pour des disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Notre expert indique qu'il existe une très faible probabilité que des phénomènes encore plus inhabituels se produisent sous les vagues du triangle des Bermudes, en lien avec l'hydrate de méthane. Ce terme désigne un composé semblable à de la glace, qui se forme sous l'eau ou dans des environnements très froids, avec du méthane gazeux piégé à l'intérieur. Parfois, ces structures peuvent se désagréger, libérant des bulles à la surface. Et cette remontée de bulles peut s'avérer fatale, tout du moins pour les navires. Des expériences menées sur des modèles réduits de bateaux ont démontré que lorsqu'un volume important de bulles remonte à la surface, la densité de l'eau diminue, ce qui compromet la capacité d'un navire à flotter. Si ces bulles couvrent rapidement une large zone, le bateau peut perdre sa flottabilité, le faisant chavirer ou couler. Cela dit, la probabilité qu'un tel scénario se produise reste extrêmement faible. En fin de compte, l'erreur humaine et les conditions météorologiques défavorables sont probablement les 2 facteurs principaux derrière les mystères attribués à cette mer prétendument maléfique. Mais en réalité, le triangle des Bermudes n'a rien d'extraordinaire. Bien que cette région ait une renommée considérable, il n'existe aucune carte officielle délimitant clairement ses frontières et affirmant « Voici,
Précisément, où se situe le triangle des Bermudes? C'est d'ailleurs l'une des raisons du problème. Des disparitions ou événements inexpliqués survenant bien au-delà de cette zone sont souvent associés à tort au triangle, comme ce fut le cas pour le Mary Celeste. En 1872, ce navire a été retrouvé parfaitement intact, mais sans trace de son capitaine, de sa famille, ni de son équipage. Face à ce mystère, beaucoup ont évoqué l'idée d'un vaisseau fantôme lié au triangle des Bermudes. Cependant, un détail ne concorde pas. Le Mary Celeste avait été abandonné à environ 650 km à l'est des Açores, soit dans une zone complètement différente de l'Atlantique. À ce stade, le fameux triangle s'est transformé en trapèze pour inclure une immense portion de l'Atlantique Nord. Ce que nous voulons dire, c'est qu'une fois que les gens commencent à croire en l'existence d'une zone dangereuse, le biais de confirmation s'installe. Pour autant, la réalité est que le triangle des Bermudes est traversé quotidiennement par un trafic maritime et aérien considérable. Et d'après les experts, le pourcentage d'incidents qui s'y produisent serait globalement similaire à celui observé ailleurs dans le monde. Certaines années, ce chiffre peut être légèrement plus élevé, d'autres fois plus bas, mais en moyenne, il reste constant. Avec cette perspective, il semble qu'il soit temps de laisser derrière nous ces théories extravagantes autour du triangle des Bermudes. Du moins, jusqu'à ce que la prochaine disparition ait... Vous pouvez enfin envoyer le dernier rapport de la journée et respirer. Le week-end pointe le bout de son nez. Mais alors que vous êtes sur le point d'appuyer sur « Envoyer », un grondement sourd sous votre bureau vous effraie. Est-ce le tramway qui passe? Non, malheureusement, c'est un volcan que vous sentez. Quoi, ici, en Arizona? Eh oui, le sol ne cesse de bouger dans cette région, nous rappelant que la Terre est vivante. Mais ne paniquez pas. Voici un peu de contexte. 20 États américains possèdent des volcans éteints, actifs ou dormants. Parmi ces États, on trouve la Californie, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah et le Colorado. Les volcans de l'Arizona sont actuellement en sommeil, mais cela ne signifie pas qu'ils ne se réveilleront pas dans un avenir proche, ou pas si proche. Alors, que diriez-vous de vous rendre en Arizona à la découverte des traces de son passé volcanique? Elles parsèment les paysages désertiques de cet État comme les taches sur le pelage d'un dalmatien. Il existe des champs volcaniques entiers au sud-ouest de Phoenix, à l'est de Douglas, près de Flagstaff, au nord de Kingman et près de la frontière mexicaine. Le plus inquiétant, c'est que bien que ces champs ne soient même pas actifs actuellement, des éruptions se produisent dans cette région tous les 1000 ans environ, et il semble que le temps soit écoulé. La dernière éruption volcanique majeure et destructrice s'est produite il y a environ 1000 ans au Sunset Crater, un endroit qui mérite notre attention. Nous en parlerons un peu plus tard. Tout d'abord, nous devons parler des points chauds. De quoi s'agit-il, vous demandez-vous? Dans notre contexte volcanique, un point chaud est un endroit où des quantités folles de chaleur font fondre la croûte terrestre, la fine couche extérieure de la Terre, et donnent naissance au volcan. Cette chaleur provient du manteau, qui se trouve entre le noyau dense et surchauffé de notre planète et la croûte. Vous voulez voir un exemple de ce type de volcanisme? Bienvenue à Hawaï. La grande île a des volcans actifs parce qu'elle est actuellement située au sommet du point chaud hawaïen. Les îles hawaïennes plus anciennes ont connu ça autrefois, mais elles ont fini par dériver vers le nord-ouest. Cela s'est produit parce que la croûte océanique sur laquelle elles reposaient, à savoir la plaque du Pacifique, s'est déplacée. Maintenant, regardez les bassins océaniques de notre planète. Ils sont littéralement parsemés d'îles situées directement au-dessus de points chauds, comme Hawaï, l'Islande, les Samoa. Les Galapagos sont probablement les exemples les plus célèbres. Mais n'allez pas croire que les continents ne peuvent eux aussi posséder leurs points chauds. C'est bien le cas, mais c'est beaucoup moins courant. L'un des points chauds continentaux les plus célèbres est... Ah, je parie que vous le connaissez. Celui qui se trouve sous la caldeira de Yellowstone. Au fait, une caldeira est un vaste cratère volcanique, notamment formé à la suite d'une éruption massive qui a entraîné l'effondrement de l'embouchure d'un volcan. Le point chaud de Yellowstone est à l'origine du geyser Old Faithful,
et des autres sources d'eau chaude et mares de boue qui font la renommée de ce parc national. À propos d'Old Faithful, nous allons faire un petit détour pour nous intéresser à cette merveille de la nature. Il s'agit de l'un des geysers les plus célèbres au monde. Depuis plus d'un siècle, les gens viennent du monde entier pour l'admirer. Ce qui est intéressant avec ce genre de geyser, c'est qu'ils ne peuvent se former que dans des conditions très particulières. Voilà pourquoi ils sont si rares. Le magma sous la surface surchauffe des poches d'eau souterraines. La pression augmente progressivement, et un jour, l'eau jaillit avec une force inouïe. Une certaine roche volcanique, la rhyolite, à forte teneur en silice, tapisse le tunnel par lequel l'eau s'échappe. En fait, elle forme une conduite capable de résister à la pression immense et à la chaleur incroyable de l'éruption d'eau, si spectaculaire vue depuis la surface. Old Faithful est le tout premier geyser à avoir été baptisé à Yellowstone. Si vous visitez le coin et que vous vous attendez à ce qu'il se manifeste toutes les heures, vous serez déçu. En moyenne, ce geyser entre en éruption toutes les 91 minutes environ, ce qui n'est quand même pas si mal. De plus, vous pouvez télécharger une application spéciale qui vous donnera l'heure approximative de la prochaine éruption. Mais soyez très prudent lors de votre visite et restez à l'écart du site. L'eau qui jaillit de ce puissant geyser atteint les 95 °C. Et sa vapeur est encore plus brûlante, jusqu'à 176 °C. Assez chaud pour faire cuire un gâteau. Mais revenons à nos points chauds. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il y a si peu de points chauds volcaniques sur la croûte continentale. L'une des raisons pourrait être que cette croûte est beaucoup plus épaisse que celle qui tapisse les océans, 4 fois plus épaisse en moyenne. Une autre raison pourrait être que la majeure partie de la croûte terrestre, environ les 2/3, est océanique. Que tout naturellement, donc, plus il y a de croûte, plus il y a de points chauds. Je parie que ceux d'entre vous qui vivent en Arizona apprécieront l'information suivante. Nous allons parler d'un champ volcanique situé en plein cœur de cet État, le champ volcanique de San Francisco. Il s'agit d'une vaste zone comptant plus de 600 volcans. Certes, la plupart d'entre eux sont petits, mais ils n'en sont pas moins impressionnants. Ils sont dispersés sur 4660 km² dans le nord de l'Arizona, un territoire gigantesque. Il est intéressant de noter que les scientifiques ne s'entendent toujours pas sur la question de savoir si ce champ volcanique est réellement situé au-dessus d'un point chaud. Mais ils s'accordent sur un point. Les volcans de cette région sont de plus en plus jeunes à mesure que l'on se dirige vers l'est. Et ce schéma correspond au déplacement de la plaque nord-américaine vers l'ouest, au-dessus de ce qui pourrait être un point chaud stationnaire sous la surface de notre planète. Génial, non ? Le tumulte volcanique dans cette zone a commencé il y a environ 6 millions d'années. En termes géologiques, c'est donc relativement récent. Quant à la dernière éruption, elle s'est produite il y a moins de 1000 ans. Le Sunset Crater, que j'ai déjà mentionné, celui qui se trouve près de Flagstaff, est l'évent le plus célèbre de cette éruption. Le peuple Sinagua a dû quitter ses maisons de Wupatki Pueblo à cause de la catastrophe. Ce site fait aujourd'hui partie du Wupatki National Monument. Vous pouvez y voir comment les gens vivaient dans cette région volcanique il y a de nombreuses années. Si vous explorez ce territoire, vous remarquerez que la plupart des volcans sont des cônes de cendres basaltiques, petits et escarpés. Le plateau du Colorado connaît des conditions climatiques assez sèches. C'est pourquoi les volcans ne se sont pas beaucoup érodés. Certains des plus beaux spécimens, comme celui-ci, qui porte le nom de SP Crater, donnent l'impression d'être apparus hier seulement. Mais regardez autour de vous. Il n'y a pas que des cônes de cendres. Le champ volcanique de San Francisco compte également un stratovolcan, ainsi que des dômes de lave formés à partir de roches volcaniques, rhyolite et dacite, contenant plus de silice que de basalte, à l'inverse de ce que l'on trouve à Hawaï par exemple. Ces roches sont plus épaisses et ne s'écoulent pas aussi facilement. Quoi qu'il en soit, le stratovolcan sera l'un des sites les plus spectaculaires que vous découvrirez au cours de votre visite sur ce champ volcanique. Enfin, pas le stratovolcan lui-même, mais les San Francisco Peaks, qui forment les vestiges de cette immense formation. Ils s'élèvent à plus de 3840 mètres, soit 4 Burj Khalifa et demi placés les uns au-dessus des autres. Ces pics constituent donc l'un des principaux points de repère du nord de l'Arizona. Ils sont non seulement impressionnants, mais également sacrés pour les Amérindiens qui vivent dans la région depuis de nombreuses générations.
Contrairement au volcan superactif d'Hawaï, le champ volcanique de San Francisco prend son temps. Des milliers d'années s'écoulent entre deux éruptions. Mais ne vous détendez pas tout de suite. Les géologues affirment qu'une nouvelle éruption est susceptible de se produire prochainement. Elle se produira probablement dans la partie orientale du champ, loin des grandes villes. Ouf! Et si cette nouvelle éruption ressemble à celle qui a formé le Sunset Crater, ce sera un véritable spectacle. Des fontaines et des rivières de lave. Mais tout ça pourrait ne pas survenir avant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. D'ici là, le champ volcanique de San Francisco restera un joyau caché de l'histoire volcanique de la Terre, et nous sommes impatients d'assister à son impressionnant éveil. In 79 CE, the Vesuvius volcano erupted and burned down two beautiful cities of the Roman Empire, Pompeii and Herculaneum. Many of you have probably heard about this tragic story. However, few people know that in the middle of the 18th century, archaeologists discovered ancient scrolls from that time amongst the ruins of Herculaneum. For any scientist or historian, such a discovery is a treasure trove that offers insights into the thoughts and lives of people from over 2,000 years ago. However, the problem was that 1,800 scrolls were found in very poor condition, singed by the heat of the volcano, coated in ash and soot. They had become hardened black lumps. Brittle as coal, any careless movement could destroy them. Scientists were aware that invaluable knowledge from an ancient Roman library was concealed within, and endeavored to decipher the texts. One method was to cut the scrolls in half and scrape off the thin layers of solid dust and ashes. Then, the researchers created a special machine that could slowly unroll the scrolls. They managed to read a few words, but unfortunately, such methods damaged and even destroyed some of the artifacts. In those instances, archaeologists could only wait for advancements in technology that would allow them to unfold and read the scrolls. And finally, this day has arrived. Artificial intelligence has now enabled researchers to decipher texts written 2,000 years ago, even though the inscriptions on the scrolls were charred and nearly illegible. Initially, scientists scanned the scrolls and created high-resolution digital models. This process allowed specialists to identify the areas where ancient ink had altered the texture and shape of the papyrus fibers. In the regions where ink was applied, the papyrus was slightly thicker and contained a higher level of carbon, the key component of the ink. The researchers developed a machine learning model capable of detecting these subtle details within the papyrus. They uploaded thousands of 3D images of the scrolls to the internet, inviting people to collaborate with AI in decoding the text. During the early stages, the system occasionally made errors, making human assistance essential. To incentivize participation, scientists and investors from Silicon Valley offered $1 million to anyone who could successfully decode the texts. This initiative significantly accelerated the process, resulting in the deciphering of several passages from the ancient works. Fragments of the first transcripts are like a blog about how to enjoy life. The author of the scroll, Philodemus, was a follower of the Greek philosopher Epicurus, who considered pleasure and luxury the highest goal in his life. So, Philodemus thought so too. We do not right away believe things that are scarce to be absolutely more pleasant than those which are abundant. It feels as if it was written by some modern influencer talking about a detox program or a diet. It seems that people who lived 2,000 years ago were almost the same as modern ones. Philodemus was apparently a wealthy man, because he lived in a villa that may have belonged to Julius Caesar's father-in-law. In his works, the author criticized the Stoics, who couldn't say anything about pleasure at all. Philodemus was such an ardent fan of Epicureanism that one of the scientists compared him to a guy who collected albums from only one band and nothing else. Several hundred Herculaneum scrolls remain unread. Scientists believe that they may contain works by Aristotle, Homer, Sophocles, and the Stoics. Fortunately, with modern AI technologies, the decryption process will go on much faster.
But how did historians and linguists decipher ancient texts in the past centuries? It was actually a very difficult mental job. Let's say you found an ancient slab in the 19th century, somewhere in Greece. To understand what was written there, you'd have to compare it to several other deciphered plates with similar writings of that era or similar languages. Letter by letter, symbol by symbol, you'd be deciphering ancient writings for several months or even years to figure out, say, the recipe for ancient mashed potatoes. Fortunately, with the development of computer technology, those days are long gone. Now, all ancient scrolls can be scanned and uploaded to a database on a computer. You may not even have to decipher the text for a long time if the computer finds a match of characters in other ancient manuscripts. But even if you have a perfectly preserved piece of papyrus or an ancient book where all letters are visible, this doesn't mean that you and AI will be able to decipher it. One of the most famous encrypted texts is the Voynich manuscript. This work, which consists of 240 colorful pages, was acquired by Polish bookseller in 1912. He found that book intriguing because of astrological symbols, unknown plants, and unusual human figures drawn on its pages. And all this was accompanied by handwritten texts. The author had beautiful, clear handwriting, but the language of the book is still unknown. Someone wrote this art book around the beginning of the 15th century and divided it into 6 sections devoted to botany, astronomy, biology, cooking, medicine, and cosmology. Many scientists and linguists have tried to decipher the mysterious drawings with inscriptions, but no one has gotten reliable results. Even AI couldn't help this difficult task. Some believe that this book is dedicated to science, and others believe that it contains knowledge about witchcraft. Perhaps it's a mix of science and magic. According to one version, the manuscript is a medical textbook that copied information from other scientific works from the Middle Ages. Before the invention of the printing press, people copied books and rewrote them by hand without worrying about copyrights. It's possible that the author of the manuscript outlined all their knowledge about herbal medicines and the influence of astrology on health. People in the past believed that the state of the body and stars in the sky were connected. The coolest thing is that the book has been scanned. You can download it in high resolution and try to decrypt it yourself. Who knows? Maybe you will succeed and get some ancient secret knowledge. An unknown language or poor text condition may not always be a problem for linguists. Imagine that you open some copy of classical literature dated to the 19th century. You read the pages carefully, and at the end of the day, you feel slightly unwell. You read the book every day and feel worse and worse. At some point, you go to the hospital, and doctors tell you that you've been poisoned. Yeah. Sometimes working with old books can be literally dangerous for your health. There are even catalogs of poisonous books in the world. They are toxic not because someone intentionally sprayed them with poison to hurt the reader, but because people wanted to make books look more colorful. Recently, 2 such books have been withdrawn from the National Library of France because of their bright green covers. The pages were ordinary, but the hardcover could have been coated with arsenic. The mass production of books took place in the 19th century. Book publishers wanted to release as many copies as possible, so they used not expensive leather covers for them, but cheaper fabric options. To make a book attractive to customers, they painted them in bright green, yellow, red, and other colors. They got the green color of the cover thanks to the bright pigment created from copper and arsenic. It was a very cheap dye, but brighter than other dyes containing copper carbonate. An arsenic dye was used not only for books, but also to create candles and wallpaper. The problem was that the dye's pigment decomposed quickly and released toxic carcinogenic fumes. Arsenic caused severe health problems. People calmly lived in their homes and couldn't understand what was happening to them. The same thing happened to many readers of that time. It was only by the end of the 19th century that people stopped selling toxic items. Now, to read a poisonous book, if you want to do it that is,
you have to wear gloves and a protective mask. And after work, wash your hands thoroughly.